Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Meltonic. Aujourd'hui on parle de longue distance, de sentiers mythiques et de cette part d'aventure intérieure qui accompagne les grandes traversées. Deux athlètes Meltonic sont avec moi. Éric Lavry, champion du monde de trail, coach mental et passionné de GR depuis des années. Et Antoine Clément, ultra-trailer, coach de trail et préparateur physique mais aussi créateur de contenu qui a fait du dépassement de soi un véritable mode de vie. Ensemble, on va parler de préparation, de mental et de grandes traversées que sont les GR et de ce qu'ils nous apprennent sur nous-mêmes. Et donc toi, Eric, t'as traversé des bouts de la France à pied, en courant aussi parfois. Qu'est-ce qui t'attire dans toute cette partie de GR et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur ce type d'aventure ? En fait, moi, ça vient du fait que l'âge avance, indéniablement, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il faut aussi savoir se réinventer. La pratique du trail aussi évolue et on n'a pas le même niveau, j'ai pas le même niveau qu'à 30 ans, maintenant à 45 ans. Donc, l'idée, c'était d'évoluer, de rester dans ma passion. Mes passions, si je suis venu au trail, c'était pour ce côté aventure, nature. Et c'est quelque chose que maintenant, je retrouve beaucoup plus dans les GR. En plus, en pouvant rester performant, ce qui serait moins le cas sur des épreuves comme on rencontre championnat Templier ou autre. Donc ça me permet vraiment de redécouvrir, de me redécouvrir, et de redécouvrir aussi des bouts de France qui sont magnifiques, de France pour l'instant. Ok, il y a un peu de teasing, j'aime bien. Et du coup, de ton côté, qu'est-ce qui t'a poussé à partir tout seul plusieurs jours en full autonomie Et premièrement parce que j'ai toujours été un admiratif des héros de l'époque, etc. J'ai toujours voulu vivre un peu ma propre aventure, être un peu le propre héros de ma vie ou le propre héros de mon jeu vidéo. Ouais. Du coup, c'était le premier point de départ. Et parce que aussi, j'ai été très attiré très vite par une course qui s'appelle la Barclay, qu'un autre athlète métonique a vu terminer. Et forcément, ça implique que forcément, on va plutôt s'éloigner des formats de course classiques, faire des formats de course un peu différents, des aventures. Et donc, je me suis vraiment naturellement tourné vers ça, donc notamment la traversée des États-Unis. Et au-delà de ça, c'est l'aspect aventure, l'aspect exploration. On va vraiment chercher, au-delà de l'aspect physique, c'est vraiment l'aspect mental aussi. Voilà, toutes ces petites choses qui m'ont attiré là-dedans. Quels sont les GR que vous avez parcourus jusqu'à maintenant ? Alors moi, pour l'instant, les GR, mon premier, et en fait, il est assez plus vieux en tout cas. Il date de 2015, c'était en préparation de l'UTMB. Et j'avais fait le GR5 depuis Courchevel jusqu'à Nice. C'était une épopée assez particulière parce que j'avais pris un billet d'avion Nantes-Lyon et un billet retour Nice-Nantes. Donc j'avais pas le choix. J'avais 6 jours pour faire les 330 km en partant de Courchevel pour arriver à Nice. Et ça avait été une aventure exceptionnelle. Déjà avec les rencontres qu'on fait dans les refuges, ce genre de choses. Donc en autonomie, j'avais vraiment tout sur moi. Donc c'était assez fabuleux. Après, j'ai continué ma carrière sur les UTMB, la Réunion, la Western, ce genre d'épreuves. Et en 2020, j'avais pour mes 40 ans cette volonté de faire un défi, la traversée des Pyrénées. Donc ça a été ma première vraie épreuve performance, puisque je le faisais vraiment dans un esprit record. Et donc en 2020, les 880 km en 9 jours 9 heures, donc nouveau record qui tient toujours d'ailleurs, j'en suis flatté et heureux et fier. Qui va tenir, je pense. Et fier. Et il y a eu le GR10 donc en 2020, il y a eu en 2021 le GR 223, il est beaucoup moins connu et pas du tout pratiqué. C'est en Normandie, c'est les côtes normandes, du pont de Normandie jusqu'au Mont-Saint-Michel. J'ai fait le canal de Nantes-à-Brest, ça c'était beaucoup plus court, 345 km. Non, en tout cas, j'ai pas dormi. Enfin voilà, ça se fait sans dormir. Et puis là, tout récemment, le GR34, le Tour de la Bretagne, donc la continuité du GR 223. Donc le GR34, donc là c'est 2100 km. C'est très éprouvant parce qu'il y a aussi des parties où on court beaucoup, notamment sur la fin, le Morbihan pour moi. Donc voilà un petit peu, et maintenant j'aurais souhaité faire l'année prochaine le GR8 qui va du pont de Saint-Nazaire jusqu'à Hendaye pour terminer la grande face ouest du Tour de France, mais malheureusement il y a la partie Charente-Maritime de la côte ouest qui n'est pas finalisée, donc ça attendra un petit peu, mais j'y viendrai. Ok, et du coup toi ? Alors moi j'ai commencé, à 15 ans, moi je courais pas encore, malheureusement, mais pour les GR, moi j'ai commencé avec le fameux GR20. Je l'ai fait en 7 jours à l'époque en hiver avec mon frère, qui faisait pas du tout de sport quasiment, donc c'était vraiment une vraie aventure. Et là ça m'a vraiment, je suis vraiment amoureux des GR. C'était le premier. Et puis après du coup je suis allé sur le Pacific Crest Trail quelques années plus tard, après avoir fait des formats de course classiques aussi. Donc là c'est pas vraiment un GR, mais on peut considérer que c'est un GR américain quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon là c'était un peu plus long par contre, pour le coup c'était 4000 bornes. Et puis après du coup le fameux GR10, donc pour moi qui avait une vraie valeur symbolique parce que j'ai découvert le trail là-bas, la montagne aussi, j'avais jamais été à la montagne, c'était quoi en 2017 que j'ai découvert la montagne, 2018. Et donc j'ai découvert dans les Pyrénées, à Saint-Sauveur-Sazos, un petit village vraiment paumé. Et donc voilà, et puis c'était symbolique parce qu'Aurélien avait
le record aussi, et parce que aussi, moi je regardais les petites vidéos de Eric à l'époque, Ok. qui avait le GR et qui avait le record, du coup qui tient toujours. Oui. Et du coup, c'était vraiment pour moi une grande inspiration, et je me suis dit que c'était le moment de se lancer, quoi. Donc voilà, GR10, et puis après, il y en a d'autres qui vont peut-être arriver plus tard. Donc là, j'ai en face de moi le recordman du GR10 avec assistance Ouais, oui, et du GR10 sans assistance. Ouais, en autosuffisance, pour bien mettre les Voilà, règles. pardon. Pour bien mettre les règles quand même. Autosuffisance. Ouais. Est-ce que toi, le fait du coup d'être seul, ça change un peu ton rapport à la performance? Le fait d'être seul sur tes GR et tout ça? Ouais, clairement. Bah, en fait, moi, j'ai très vite été attiré par le sans assistance. Déjà parce que c'est beaucoup plus facile à organiser. Il y a moins d'argent à mettre aussi. On part avec son sac à dos, le terme logistique, mais c'est aussi beaucoup plus difficile parce qu'on n'a personne à qui se raccrocher quand on est vraiment dans le mal. Donc forcément, hein, cette performance, elle est très solitaire. Mais pas tant que ça, parce qu'au final, on a toujours un coup de téléphone auprès de ses proches. On a toujours des gens qui nous soutiennent. On peut être coaché aussi. Enfin, j'ai les sponsors aussi qui me soutiennent. Donc, on n'est pas vraiment seul en fait. Pendant l'aventure, oui, mais tout autour, non. Donc, ça, c'est le premier point. Mais ça change quand même pas mal l'aspect à la performance parce que on a moins cet aspect un peu. Bon, Eric, peut-être me tournera, mais on a moins cet aspect un peu Formule 1 où tu sais que tu arrives devant le van et tu sais, on change les roues, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment bon, tu arrives, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Tu arrives au ravito. Bon, bien sûr, tu as la montre qui tourne, tu as le chrono qui tourne, mais tu prends un peu plus ton temps forcément parce que voilà, les performances sont un peu plus difficiles à faire sans assistance qu'avec assistance. Mais clairement, oui, ça, je pense que ça change clairement la donne. D'ailleurs, aujourd'hui, à terme, je vais plus me tourner vers des aventures avec assistance. Ok. Parce que en termes d'engagement mental, de souffrance, c'est quand même, je pense, un peu moins, parce que vraiment, quand c'est tout seul, c'est vraiment pas facile. Vraiment, puis c'est l'aspect sac, des fois tu te casses un truc, t'as pas moyen de le récupérer, enfin, c'est beaucoup d'organisation. Tandis que quand tu as une assistance, les gens peuvent penser à ces choses-là pour toi, donc c'est un peu mieux. Je dis pas que c'est plus facile l'un ou l'autre, parce que quand tu es avec assistance, tu peux aussi plus te pousser d'un point de vue physique. Et donc voilà, donc je pense que c'est vraiment deux approches totalement différentes. Ouais, je pense que Antoine a super bien résumé la chose. En fait, je pense que à la base, c'est bien faire le point sur ce qu'on recherche dans son aventure. C'est-à-dire que soit on cherche l'isolement, à se recentrer sur soi-même, à faire sa propre aventure sans le stress, effectivement. Et je te rejoins complètement, Antoine. C'est pas le stress, enfin, c'est le stress, effectivement, de se dire. C'est de la Formule 1 quand tu es en équipe. Moi, pour l'avoir fait quand tu as un staff, pour l'avoir fait sur le GR10, sur toutes les aventures que je fais, tu arrives, moi, les ravitaillements, ils sont chronométrés. Je fais trois choses en même temps pour perdre le moins de temps possible et tu repars direct. C'est hyper exigeant. Ouais. L'exigence est différente. C'est juste ça, en fait. C'est pas plus ou moins difficile. Je pense que c'est vraiment différent à la base. Et ça dépend vraiment. Il faut être en accord avec soi-même. Moi, c'est clair que quand je vais sur quelque chose, pour l'instant, en tous les cas, sur ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est parce que j'adore le partage. J'aime beaucoup le partage. Et ça me permet justement de partager avec mes proches, ma femme, mes enfants, ça leur permet d'être sur place et de partager quelque chose avec eux et pas de les délaisser, de les mettre de côté. On fait tout ça ensemble avec les partenaires, avec les gens qui ont envie de courir avec moi. Et puis c'est beaucoup plus simple. Enfin, il y a une partie de simplicité aussi là-dedans, c'est pour l'homologation des records. Au moins, il y a pas de, il y a rien à argumenter. J'ai l'assistance, entre guillemets, tout est autorisé. Alors bien sûr, on va pas me pousser et tout ça, mais en tout cas, on peut m'accompagner, on peut me ravitailler n'importe où. Il y a aucune limite, enfin presque aucune limite. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un soulagement. Et enfin, soulagement parce que déjà, il n'y a pas de prise de tête à avoir, mais c'est surtout le côté accompagnement. Mais c'est avant tout, je pense, l'objectif de savoir pour ce qu'on va y chercher. Et je dis pas qu'un jour, ça me déplairait pas de faire quelque chose en autonomie pour justement me recentrer sur moi, vivre mon expérience plus isolée. Mais là, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai plus cette envie de partager, de vivre des moments. GR34, par exemple, j'ai peut-être eu plus de 1500 personnes à venir courir avec moi. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai fait que 70 bandes tout seul, sur 2100 bandes. C'est un truc de fou. Et franchement, quand on a ce soutien psychologique, ces accompagnements, ces témoignages, ces paroles bénéfiques, cette bienveillance autour, moi, je me sens pousser des ailes parce que j'y vais dans cet état d'esprit. Après, effectivement, quand tu vas tout seul, tu vas chercher autre chose et c'est autre chose qui va te porter, mais il faut vraiment bien mettre la définition et le doigt sur ce qu'on va chercher. Mais pour revenir à ce qu'il disait, je pense que par contre, en termes de chronologie, en fait, c'est important, je pense, quand tu commences ce type d'aventure, peut-être de faire sans assistance au début, peut-être pour faire un peu ses erreurs, voilà, un peu apprendre à se connaître un peu plus, et puis peut-être après se tourner vers des aventures avec assistance après, parce que c'est aussi beaucoup plus de logistique, il faut aussi plus de fonds, enfin, c'est une organisation, il faut avoir des gens qui sont prêts à te suivre, à se dédier pour toi, parce que voilà, ils vont aussi subir peut-être des humeurs, ta fatigue. Et il faut avoir des amis ou de la famille ou des proches qui soient aussi conciliants autour de tout ça. Donc, c'est pas évident à trouver, je pense. Mais c'est vrai qu'on a du coup souvent cette image d'épreuve physique quand on parle de GR. Et on l'a dit tout à l'heure, du coup, c'est une aventure mentale, que ce soit quand on est seul, mais aussi quand on est accompagné.
Et du coup, toi, en tant que préparateur mental, Eric, comment tu te prépares du coup, mentalement à plusieurs jours de course et de marche non-stop quasiment? C'est hyper exigeant, effectivement. Je serais tenté de dire que la préparation physique, elle est classique. Je m'entraîne pas plus, enfin, je m'entraîne même moins pour faire ce genre d'aventure que pour faire un UTMB. Parce que, enfin, un ultra, un 100 miles. Pourquoi? Parce que le 100 miles, tu vas être à une vitesse exigeante, une vitesse soutenue pendant une durée qui va être relativement courte. Enfin, je dis courte avec des grosses guillemets, Oui. c'est-à-dire où tu vas pas ou peu dormir pour ceux qui sont dans le cœur du peloton, c'est-à-dire que tu vas faire entre 20 heures et 60 heures de course. Mais ça reste relativement court en termes d'efforts et d'exigence. Par contre, c'est intense. Alors que là, sur ce type d'épreuve, ça va être très long et il y aura beaucoup de paramètres à gérer. Je prends beaucoup le parallèle avec la voile, c'est-à-dire que tu as le sommeil à gérer, tu as l'alimentation à gérer, même si tu l'as à gérer sur un 100 miles. Mais là, ça va être beaucoup plus, ça va être encore plus exigeant en termes de ça. Donc tout ça, c'est les préparations déjà. La prépa mentale, elle passe par l'organisation à l'événement. Toute la logistique pour pas avoir à manquer, pour pas pendant l'aventure avoir de doutes ou paniquer, mince il manque ça, ou juste en projection mentale sur l'événement. Est-ce que je vais pas, est-ce que ça va suffire? Ouais. Non, c'est que tout soit bien planifié, que tout soit bien organisé, de manière à être le plus serein pendant l'aventure. Et après, pendant l'aventure, bon, alors, Antoine nous dira comment lui il a vécu ses aventures. Moi, en tous les cas, il y a toujours eu des moments de douleur physique, des pépins physiques auxquels il a fallu faire face. Et notamment sur le GR34, j'ai fait les 800 derniers kilomètres avec une aponevrosite plantaire. Pour ceux qui savent ce que c'est pas agréable du tout. Et donc là, on va mettre effectivement des outils mentaux en place pour avancer malgré la douleur et aller jusqu'au bout, quoi. Donc ça va être hyper important de travailler énormément là-dessus. Mais les aventures en elles-mêmes nous permettent aussi de développer beaucoup ce mental parce qu'on va mettre des choses en place et qu'on va beaucoup apprendre sur soi-même et sur des outils qu'on va pouvoir mettre en place. Ne serait-ce qu'encore moi, même si c'est mon métier, sur le GR34, j'ai aussi pu mettre et créer quelque part des outils mentaux pour gérer des douleurs, par exemple, notamment avec cette aponevrosite plantaire. Je le rejoins complètement, quasi sur tout. Je pense que déjà, il y a une grosse part d'expérience parce que beaucoup de gens me disent ouais, comment je fais, comment je fais. Je pense que c'est déjà l'important, c'est de faire un peu avant, de tester des choses aussi sur le terrain. Parce que moi, je sais que la plupart de mes, en tout cas, les outils mentaux que je mets en place, c'est vraiment parce que je les ai déjà mis en place avant en amont. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pars du principe qu'il y a aussi une grosse partie préparation, comme il disait, logistique, pour vraiment se dédouaner de ça. Donc gérer les ravitaux, savoir où je vais peut-être acheter des trucs. Bon, moi, c'est sans assistance, donc où je vais acheter tel truc dans telle supérette, etc. Et ensuite, il y a un gros travail de visualisation, c'est-à-dire, je dirais, visualisation saine, c'est-à-dire de pas non plus sacrifier toute sa vie, mais être obsédé un peu. Tu vois. Par exemple, moi, pour le Pacific Crest Trail, je passais beaucoup de temps à regarder des films, des photos, et en fait, j'avais une espèce de relation avec le sentier. Bon, Eric, avec le GR34, enfin, t'es de Bretagne, donc voilà, c'est facile. Pyrénées, je pense que tu avais un lien aussi. Et je pense que c'est important d'avoir un lien avec ce qu'on va faire. Moi, je sais que les Pyrénées, j'avais un lien émotionnel aussi. Donc en fait, quand on a envie d'abandonner, on a des raisons un peu plus supérieures à tout ça. Aussi, il faut se dire que c'est un peu plus difficile à dire qu'à faire, mais qu'on ne le fait pas aussi que pour soi, on le fait aussi pour les gens qui nous entourent. Il y a des gens qui croient en nous, les gens qui viennent pour l'assistance, et aussi des gens, les sponsors aussi. Donc se dire par exemple, mais j'ai déjà des athlètes qui ont déjà fait ça, tout foutu en l'air sur une course, mais ils pensent pas au mec qui a fait 4 heures de route pour venir sur la course pour l'aider et qui entre guillemets empathie juste parce que le mec il est un peu énervé. Donc parfois c'est juste se poser et se dire bon ok, on le fait peut-être pour aussi d'autres gens. Bon, faut pas que ça soit la raison principale de le faire pour les autres, bien entendu, mais il faut aussi que ça soit une motivation. Et puis voilà, après je pense que vraiment l'expérience permet de créer ça, c'est cette résistance mentale. Mais par contre, là où c'est certain, c'est que ce genre d'aventure, c'est vraiment, je sais pas le pourcentage, je pense que c'est un peu too much de faire ça, mais il y a au moins du 70%, 60% mental. Et la prépa physique, moi, comme je prépare pas du tout ça comme une course à dossard, hein, je fais assez peu de volume. Justement, je repose le corps parce il va prendre cher. Donc, c'est plutôt reposer la tête aussi. Et puis, en fait, comme je dis souvent, c'est avoir les crocs. Tu vois, c'est là, être là au départ. Alors que si tu as fait 200 bornes par semaine pendant, je sais pas, une année, le jour du départ, je sais pas si tu es vraiment. Je suis complètement d'accord. Et je vais même, pour moi, il y a deux choses que tu notes qui sont hyper importante, c'est le sens que tu donnes à l'événement, à l'épreuve que tu fais. Le sens, toi, c'est l'affect que tu as avec les Pyrénées, moi, c'est l'affect que j'ai avec chacune des aventures que j'ai faites. Et puis l'accompagnement, ceux pour qui tu le fais, ça c'est super important. Là, le GR34, je le faisais pour la Ligue contre le cancer. Voilà. J'avais
comment dire, une douleur à la jambe dès que je m'allongeais. Je pouvais très peu dormir les premières nuits, c'était infernal. Au 4e jour, je me suis dit, bon, je finis mon aventure et après, je ferai du sport loisir, j'arrête ce truc-là parce que ça me gonfle. Mais quand au 6e jour, tu commences à recevoir un message d'un malade qui te dit merci Eric pour ce que tu fais, je te suis quotidiennement. Et puis au 10e jour, ah merci, franchement, c'est inspirant. Et puis au 12e jour, jusqu'à la fin, des gens qui sont malades, eux qui vont faire des chimios, des tout ça, et puis qui te disent ah merci Eric, grâce à toi je me bats contre la maladie, je me bats pour aller faire mes soins et tout ça, et ça me motive pour continuer à me battre. Bah là tu te poses même plus la question, tu sais que tu iras au bout, parce que tu peux pas te dire égoïstement je vais abandonner, parce que tous ceux qui sont derrière, qui te suivent, tu peux pas les laisser comme ça, quoi. Donc oui, il y a quand même une grosse partie, en tout cas, même s'il y a du plaisir, il y a le sens qu'il y a derrière, et que de toute façon tu le fais pour toi, parce que tu l'as décidé, ce projet, parce que tu as le sens que tu mets derrière, mais tous ceux qui sont derrière et pour qui tu le fais, ça reste fondamental pour arriver au bout et pour pouvoir se transcender aussi, quoi. Parce que tu veux les rendre fiers, quoi. Clairement. Oui, les rendre fiers, c'est même pas une question de fierté, c'est par rapport à moi ou pour des autres par rapport à moi, c'est une question de se dire, il y en a qui se battent pour leur vie. C'est ça. Moi, je me bats juste pour une passion et pour aller au bout. Donc, j'ai aucune raison d'abandonner par rapport à eux, ce qu'ils vivent eux. Mais en plus de ça, si moi j'abandonne, quelle image je vais leur donner par rapport justement à cet esprit de combativité. Si moi, qui ne joue rien, j'abandonne pour une pauvre douleur au pied d'aponevrosite plantaire, même si ça fait un mal de chien, mais moi je joue pas ma vie, quoi. Je vais finir, oui, j'aurai mal jusqu'à la fin, mais une fois que j'aurai fini, j'aurai le temps que je veux pour récupérer et c'est pas vital. Mais eux, c'est pour leur vie qu'ils se battent. Et franchement, non, t'as pas envie d'abandonner parce que derrière, ils croient en nous. Enfin, ils croient en nous, oui, ils croient en nous. Et ça les motive et ça leur donne envie de se battre. Moi, j'ai une amie qui est venue le lendemain de son ablation du sein sur les sentiers. J'ai halluciné. Quand j'en parle à des copines qui ont eu un cancer du sein et qui ont eu cette opération, elles n'en croient même pas leurs yeux de se dire, putain, comment elle a fait. J'en ai une le dernier jour. Vous étiez présent d'ailleurs. Il y en a une le dernier jour qui est venue de Saumur. Elle était en chimiothérapie le matin même et elle est venue parce que pour elle était obligée de venir faire l'arrivée avec moi, quoi. C'est ouf, quoi. C'est un truc de malade. Donc, il y a un moment donné, on se pose même plus la question de se dire, ah, j'ai mal. Enfin, non, je suis d'accord. Ça vient plus. On a mal. Oui, on a mal. On subit la douleur. Enfin, maintenant, je dis plus qu'on subit la douleur. Il faut vivre cette douleur et puis rester dans son truc et puis avancer. C'est la seule chose que nous, on a à faire. C'est pas trop compliqué, hein. Alors, des fois, c'est plus compliqué que d'autres, mais on a que ça à faire et on joue pas notre vie, quoi. Parce que, alors, il y en a d'autres peut-être un peu plus, mais... Non, je suis totalement d'accord. Je compléterais juste en ce qu'il disait, mais c'est vraiment de se dire que c'est bon, ça peut durer 10 jours, 20 jours, peut-être plus, mais l'idée, c'est de se dire que c'est rien, quoi. C'est 30 jours dans une vie, il y en a qui subissent des trucs horribles. Bon, non pas à comparer les souffrances et tout, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, ça va durer. Moi, sur le jardin, je me disais, bon, ouais, c'est que 11 jours. Ouais, c'est quoi 11 jours dans une vie c'est relativisé, quoi. Tu sais, je me suis fait une cheville à un moment, enfin, dans les Pyrénées centrales, et j'avais mal au début, ça faisait mal, mais je me disais, non, en vrai, c'est rien, il reste que 3-4 jours là, ça va le faire, et puis voilà, quoi. Donc après, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suppose, surtout pour un débutant, parce qu'au début, quand t'es débutant, quand t'as une douleur, ça a tous les signaux dans le cerveau qui s'allument, mais après, avec le temps, justement, t'apprends à être un peu plus sage et à avoir un peu plus de sang-froid par rapport à ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments de doute que vous anticipez un peu ? Parce que tu parlais par exemple de visualisation. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, là je sais qu'à cet endroit-là ça va être dur, et du coup tu anticipes un peu le moment compliqué de ton aventure ou... Alors moi personnellement, c'est un peu spécial, mais en gros quand je fais une aventure, j'essaye d'anticiper les gros points, mais j'essaye pas du tout d'analyser tout. Okay. J'aime bien me laisser porter un peu par l'inconnu. Par exemple sur les Pyrénées, je me suis refusé de faire des recos pour justement des fois découvrir. Parce que je trouve que quand tu sais à quoi t'attendre, c'est un peu plus dur que quand tu sais pas à quoi t'attendre, justement. Donc, c'est un peu ma philosophie. Et du coup, j'avais cette vision-là. Et du coup, non, moi, pas forcément, j'anticipe pas vraiment. J'essaie vraiment de me laisser porter par l'aventure. Et je distingue deux choses. En fait, pour moi, il y a deux messages d'abandon. Il y a le message d'abandon qui est un peu, on va dire, assez facile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, voilà, t'en as marre. Et il peut vite partir en s'arrêtant un peu, en mangeant un truc, en parlant à quelqu'un. Et tu as le vrai message, celui où là vraiment c'est fini, où la coupure s'arrête. Et du coup, il faut un peu dissocier les deux. Et parfois, voilà, il y a ça m'arrive aussi de me dire, ah, j'en ai marre, ça me saoule et tout. Mais juste, voilà, tu prends le temps, tu te poses et tout. Et
Et puis après, tu peux te permettre de repartir, quoi. Je vais être redondant, mais je suis encore entièrement d'accord. Non, mais je pense qu'on est en phase. Après, quand on fait ce genre d'aventure, je pense qu'il y a beaucoup de phases, Oui, il y a forcément, beaucoup de similitudes, naturellement. Mais alors, l'anticipation des problèmes, moi, pareil, hein, et les grosses problématiques qu'on peut rencontrer, on essaye de voir ce qu'on pourrait y apporter, tout ça. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, je fais l'amalgame entre ça et la voile, par exemple, un Vendée Globe. Je pense que l'atout majeur d'un aventurier, je vais dire avec des guillemets, parce que c'est difficile à définir l'aventurier, c'est pour ça que je mets des guillemets, on va parler de tout et n'importe quoi pour aventurier, mais de ce type d'aventure. Alors moi, ma définition de l'aventure, c'est sur plusieurs jours, quand il y a beaucoup de paramètres à gérer, et que voilà. Et dans cette définition de l'aventure, pour moi, c'est cette adaptabilité qu'il faut avoir. Et ça, c'est impératif. Alors, on ne va pas pouvoir anticiper l'ensemble des problématiques. On ne peut pas les anticiper, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Par contre, ce sur quoi on va pouvoir travailler, c'est sur notre adaptabilité aux problématiques. Et ça, c'est super important et c'est vraiment ce qu'il faut travailler parce que tu l'as cité tout à l'heure, tu as une lanière de sac qui casse quand tu es en ton autonomie, tu peux être dans la merde, clairement, pour être vulgaire. Quand tu as, moi, tu parlais du GR10 dans le Canigou. Dans le Canigou, c'est que des cailloux. Hein. Je me suis foulé la cheville. Au bout de 20 heures, 24 heures de course, au bout de à peine 24 heures de course, je me foule la cheville. Il me reste 750 bornes à faire. J'ai la cheville, c'était une pastèque, quoi. Il faut s'adapter et donc j'avais prévu une chevillère, donc j'ai mis la chevillère, j'ai tout fait avec la chevillère, sauf la dernière journée où je l'ai retirée et j'aurais pas dû. Mais voilà, après, c'est avoir cette capacité d'adaptation. Donc c'est d'apprendre dans des problématiques quotidiennes, d'apprendre à être un peu autonome pour trouver des solutions à des problèmes et puis voilà quoi. Mais tu le retrouves en course et quand tu as cette faculté là, j'ai quelqu'un que j'ai connu qui est un ami et qui me disait l'adaptation c'est un facteur de base de l'intelligence quoi. Et pour moi c'est exactement, si tu sais t'adapter, mais dans le quotidien c'est la même chose, si tu sais t'adapter, tu gagnes énormément dans ta vie sur beaucoup de choses. Non, je suis trop d'accord. Je suis encore trop d'accord. Mais non, c'est vrai que, pareil, je rajouterais qu'en fait, redondant. c'est vraiment, mais c'est vraiment la capacité à résoudre des problèmes plutôt qu'adapter vraiment tout. Et en tout cas, c'est ce que je trouve. Je connais quelques athlètes qui se sont lancés dans des projets de FKT cette année et tous ces athlètes-là ont échoué parce qu'ils avaient passé leur année à tout anticiper, ils avaient fait des recoupes les étapes, etc. Tout, mais en fait, ils n'avaient pas justement créé un peu ce mécanisme de voilà, tiens, je me confronte à une difficulté et comment je m'adapte à ça. En fait, ils avaient tout. En fait, ils avaient fait en sorte que tout se passe bien. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Et si tu te prépares en mode tiens, je vais tout réussir, etc. Et le jour où tu arrives à un obstacle, bam, bam. Et même des Kylian Jornet, même des mecs comme ça, ils ont tous des moments difficiles. Enfin, c'est mais normal. Il va pas faire son repérage. Aux États-Unis, il n'a pas fait tous les 14 000 pour le repérer. Il n'a pas fait tous les 4 000. Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, dans le repérage, parce qu'on m'a posé la question hier encore sur le GR34, mais sur le GR34, tu avais reconnu le parcours et tout. Déjà, on ne peut pas reconnaître 2100 bornes de parcours. Sur le PCT, on ne peut pas reconnaître 4200 bornes de parcours. C'est pas possible. Ou alors, il faut l'avoir déjà fait au préalable. Ouais. Je sais que Karel Sabel avait déjà fait une première fois. Mais c'est particulier. Mais tu ne peux pas le reconnaître. Et puis, quand bien même tu fasses la reco d'un parcours, oui, tu verras le parcours. Mais si je vais reconnaître, pour moi, le GR34, la presqu'île de Crozon, qui se trouve au 1000e kilomètre à peu près, je vais le reconnaître sur une journée. Oui, je le reconnais sur une journée. Je serais content de le reconnaître sur une journée. Mais quand je vais avoir fait 1000 km, je n'aurai pas la même fatigue, je n'aurai pas la même météo, je n'aurai pas les mêmes circonstances. Donc, ce sera forcément différent. Et le problème, c'est que si on va reconnaître avec un préjugé, un préjugé de ce qu'on va rencontrer, par contre, là, ce sera beaucoup plus difficile parce que quand on va arriver sur place, je l'ai reconnu, ah ouais, mais c'est complètement différent. Et là, ça va être compliqué parce qu'on va s'attendre à quelque chose qu'on ne va pas retrouver et là, on va se prendre le mur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment plus travailler sur ses capacités d'adaptation que sur le détail de repérer chaque kilomètre de chaque parcours, quoi. Et du coup, niveau fatigue mentale, parce que je pense qu'on a le temps de réfléchir, de penser à plein de choses pendant les aventures. Et du coup, comment vous réussissez à transformer cette fatigue mentale en motivation plus qu'en frein, si vous réussissez à le faire? Ouais, je peux commencer. Alors moi, j'ai une image comme ça quand tu me parles de fatigue mentale, notamment sur le GR34, c'est le plus frais, hein, c'était là, c'était en mai dernier. C'est dans la rade de Brest, au fond de la rade de Brest, à Plougastel-Daoulas exactement, où mon ami Sébastien m'a récupéré. Et là, j'ai vécu, c'était le 8e jour, fin du 8e jour, et j'ai vécu le moment pour moi le plus difficile
certainement de mon aventure, mais en termes de fatigue, je pense que j'ai atteint un seuil que jamais je n'avais atteint jusqu'à présent en termes de fatigue. Et là, ça a été, pourtant physiquement, j'étais pas pire qu'à un autre moment. Le parcours était assez roulant sur ce tronçon-là, c'est beaucoup de pistes, de chemins, voire un peu de route. Et ça a été un enfer parce que j'étais à bout, quoi. J'étais à bout avec cette fatigue accumulée les premières nuits où j'ai pas dormi. Et là, c'est compliqué. Alors, tu sais que tu vas pas abandonner parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, tu as tes raisons et tu sais tout le soutien et tout ça. Mais c'est compliqué parce que, et c'est là où pour moi ça a été c'est important d'avoir une assistance, et tu l'as un peu évoqué. J'arrive au ravitaillement, à ce ravitaillement-là, sur ce petit port-là. Et là, je dis, non, je suis cramé, je suis fatigué, je peux plus avancer. Et puis tout le monde me disait, non, il faut que tu y ailles, il faut que tu avances. Il fait encore jour, profites-en et tout. Moi, clairement, je me serais arrêté. Ça m'est arrivé 2 fois, et ça m'est arrivé ici, et puis le lendemain aussi sur la presqu'île de Crozon. Et là, c'est là où était l'importance de l'accompagnement. Et c'est là où j'aimerais bien justement avoir l'avis d'Antoine, parce que lui, il est tout seul, et savoir justement comment toi, tu arrives. Si ça t'arrive, comment tu arrives à te remettre un coup de pied au derrière pour pouvoir rebasculer, ça m'intéresse énormément. Alors, c'est particulier, c'est que j'ai beaucoup réfléchi quand il parlait, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément de réponse, parce que en fait, moi, quand j'ai des grosses fatigues vraiment psychologiques et tout, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai presque le même système qu'Eric, sauf que moi, c'est par téléphone. Donc, en fait, si je peux le faire, en tout cas, le premier effet que je fais, c'est que j'appelle à des proches. Donc, j'ai vraiment un peu une liste de contacts un peu favoris que j'appelle en direct. Et souvent, les personnes ont les bons mots pour me remotiver, mais j'essaye de pas me baser que sur ça, parce que parfois, notamment dans la Sierra, aux US, t'as pas du tout de réseau. Et par exemple, sur la dernière étape de la Sierra Nevada, j'ai fait 24 heures avec juste un paquet de M&M's. Donc, je vous montrerai une photo s'il faudra la mettre à l'écran, mais j'avais perdu 10 kilos entre le départ et la Sierra. Donc, je faisais, tu vois, au quotidien, je fais 75, après, je faisais 62, 63 kilos. Et donc, là, c'était très, très dur. Sauf que là, j'avais littéralement rien, parce que j'avais pas de réseau. J'étais tout seul dans ma tente le soir pour dormir, donc c'est vraiment pas facile. Et là, c'est compliqué, parce que si on n'a pas eu l'expérience en amont, on n'arrive pas à lutter contre ça. Mais c'est vrai que dans mon cerveau, ça tournait à toute bourrique, hein. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, c'est dangereux. Là, s'il me restait quoi, 30 bornes, je crois, pour retrouver une ville. Mais 30 bornes dans la Sierra, c'est long. Il y en avait pour 5-6 heures. 5-6 heures encore sans manger. Bon, j'avais un peu d'eau, mais voilà, c'était quasiment de la survie, quoi. Donc ça devenait dangereux. Donc voilà, mais je me disais, ouais, t'es venu aussi pour vivre ce genre d'aventure. T'essayes de baisser un peu le rythme aussi. Un record, c'est pas vraiment un record, mais faire le plus de kilomètres possible, ok, mais il faut aussi penser à sa santé et à ce qui se passe autour de soi. Donc c'était vraiment la priorité, c'était surtout d'arriver dans la ville en état normal, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident. Faut trouver les mécanismes par rapport à son expérience vécue en amont. Et je pense que quand on a vécu des expériences très difficiles, donc là, moi par exemple, quand j'ai vécu cette expérience, aujourd'hui, quand je vis une expérience difficile, je me dis, ouais, t'as quand même déjà vécu ça, ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Je pense que tu vivras pas pire ce que tu as vécu à un certain moment aux USA. Et voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est capacité d'adaptation, capacité de se poser aussi. Vraiment, de pas paniquer. Je pense que c'est une des qualités premières qu'il faut, surtout sans assistance, c'est avoir du sang-froid. De savoir se dire, ok, bon là, c'est la merde, clairement. Là, ça passe pas du tout comme dans les plans. Est-ce qu'on devrait pas revoir nos plans? Moi, je regarde mon portable. Si je veux faire, je sais pas, 70 bornes dans la journée et que, je sais pas, j'en ai fait que 40, et que je suis déjà complètement mort, etc., je me dis, bon, on fait 10 bornes, peut-être que dans 2 jours, on pourra refaire. Ouais. Enfin, l'idée, c'est de recalculer et de pas se dire, ok, bon, j'ai pas fait ma journée, et du coup, je fous tout en l'air, quoi. Ouais, c'est vraiment se dire, de toute façon, c'est une journée, par exemple, bon, moi, c'était 65 jours, mais c'est une journée sur 65, c'est quoi? C'est rien. Et puis, au pire, tu fais 66. Ouais. Moi, l'avantage aux USA, c'est que j'avais pas cette notion de record. Mais sur le GR10, là, pareil, quand tu as la notion de record, c'est différent, parce que tu as vraiment cette montre qui tourne dans ta tête et qui te dit qu'en fait, si tu prends un peu de retard, ça va chauffer au cul. Donc, du coup, c'est de se dire, voilà, on peut peut-être en faire un peu moins, peut-être que demain on fera plus. Enfin, c'est vraiment essayer de calculer un peu comme ça. Mais c'est pas facile, hein. Okay. Donc oui, donc globalement, c'est les autres, le soutien des proches qui aident. Et l'expérience, je pense. Ouais. Et l'expérience. Et le sang-froid aussi. Ouais. Il a très bien dit, en prépa mentale, moi, c'est un des outils, quelle que soit la distance, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, et même si c'est du professionnel, c'est justement on l'appelle la gestion de l'erreur, mais c'est pas forcément une erreur au sens propre du terme, la gestion de l'imprévu plutôt. Ouais. C'est qui peut nous faire rentrer en état de panique parce que on n'est plus dans son schéma, notre objectif est trop élevé par rapport à nos ressources et que ça devient compliqué. Donc c'est trouver justement cet outil, ça va, comme tu l'as super bien dit, c'est avant tout, allez, on se relâche, on reste zen, je dis on pose les bagages et on pose les bagages, ok, et on refait un point posément. Tu peux pas faire un point posément si t'es pas serein.
Donc, on fait un point posément. OK, quel est l'état des lieux? Quel est mon objectif? Quelles peuvent être les solutions? Est-ce que mon objectif est atteignable? Est-ce qu'il faut que je le réajuste et remettre les choses qui soient les plus cohérentes par rapport à mon état et la situation actuelle pour pouvoir atteindre le meilleur objectif possible, pas forcément celui qui était défini, mais le meilleur objectif possible. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, si je fais le meilleur objectif possible, j'aurai rien à regretter parce que j'aurais fait le mieux que je peux. Peut-être que mon objectif était trop ambitieux, soit ça arrive, hein, c'est pas une tare, mais essayer de le réajuster pour quand même être le plus performant possible quand on est dans un objectif de performance. Ok. Et est-ce que vous avez on va dire des petites routines, genre un mantra qui tourne dans votre tête ou une musique un peu qui vous aide à avancer ou qui vous motive, des trucs comme ça? Alors moi je suis très mantra, Ok. très mantra et je suis très musique. Alors moi c'est assez particulier parce que je connais beaucoup de trieurs qui détestent la musique. Moi j'adore avoir de la musique, je cours tout le temps avec de la musique quasiment. Donc moi c'est vraiment pour le coup un boost de motivation. Et puis après les mantras j'en ai pas mal. J'en ai un que j'aime bien, c'est d'ailleurs ça vient de Karel Sabé qui dit slow is smooth, smooth is fast. Donc ça veut dire lent c'est doux, doux c'est rapide. Pour expliquer un peu et vulgariser, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es lent que ça va pas, à la fin ça va pas te mener au bout de ton projet. Justement parfois il faut prendre un peu plus le temps. C'est pas se précipiter, surtout sur les records de longue distance. Tu as 24 heures dans une journée. Par exemple, si tu dois faire 110 bornes, là par exemple, il y a un athlète là, qui vient, c'était quoi? C'est Duncan Peria, un athlète de route, qui a voulu faire le traversée de la France. Et en fait, c'est sa première journée, il a fait le 115 km en 4,50 au kill. Mais il lui est resté, je sais pas, peut-être 40 jours. Moi, j'ai vu ça, je savais direct que ça allait. Au final, il a fini en vélo elliptique à la fin. Évidemment. Donc, bien sûr, sans se moquer bien sûr de lui, parce que je pense qu'il connaissait pas du tout. Il a peut-être été mal conseillé aussi, mal accompagné. Mais voilà, c'est de se dire, c'est pas grave si tu vas à 8 au kill, hein, parce que de toute façon, tu as 24 heures dans une journée. Faut quand même que tu trouves ton temps pour dormir, parce que bon, faut dormir surtout, au moins 6 heures si tu peux, voire 5 heures. Mais voilà, mais après, sans assistance, des fois, c'est difficile de dormir. Mais vraiment, faut quand même prendre son temps, parce que sinon, tu vas te cramer. Et puis, surtout que faut voir ça comme une longue aventure où en fait ton corps il va s'adapter en fait en fonction du temps. Donc au début les premiers jours ça va être douloureux. Tu vois Eric il disait que les 4 premiers jours, enfin 6 premiers jours c'est là où il avait eu des doutes et tout. Et après le corps il s'habitue en fait. Exactement. Tu C'est un truc de t'habitues, fou. tu prends. Moi sur le PCT au début j'avais des douleurs le matin, je me réveillais, j'avais super mal. Et en fait à la fin, déjà je m'étais affûté, j'avais perdu 10 kilos. Mon corps était beaucoup plus résistant et j'avais plus peur de rien quoi. Faut que j'aille faire le PCT parce que j'ai 10 kilos de trop. Alors. C'est un bleu. Alors, ouais, Pour ceux qui c'est veulent. assez Voilà. radical quand même. Comme régime. Bah ouais, mais j'ai perdu 5 kilos sur le GR34. Non, ouais, je suis entièrement d'accord. Et effectivement, quand on observe, c'est beaucoup l'expérience, tu l'as évoqué, et je te rejoins complètement là-dessus. Tu prends l'exemple de Duncan, effectivement, je me suis fait exactement la même réflexion. Je dis, enfin, c'est un marathonien, c'est un excellent marathonien, 2h08, je crois, enfin, comme ces eaux-là. Costaud, ouais. Donc c'est un énorme marathonien. Et effectivement, quand on a ce niveau-là sur marathon, on peut penser que faire 100 km par jour, bon, tu fais un marathon en 2 heures. Je veux dire, faire 100 km dans une journée, c'est free, C'est ça, free, c'est hein, c'est route. Et puis après, il faut en enchaîner 30. Je crois que c'était 30 qu'il voulait faire. Ouais, c'est ça. Mais donc, en soi, oui, c'est réalisable. Il aurait largement pu le Oui. faire. Sauf que partir effectivement avec un premier marathon, je ne sais plus, 7h30 au 100 km, pardon, C'est 7 heures ou 7. Enfin, là, ça devient plus possible parce que le corps, il va difficilement encaisser. C'est là où l'expérience joue, et très rapidement, enfin dès le premier jour, j'avais eu le même constat que toi. C'est là où l'expérience rentre en ligne de compte. Bon, j'avais quand même malgré tout un GR10 où tu apprends quand même beaucoup. J'avais fait d'autres trucs, comme je disais, le GR5, j'avais fait aussi le GR20 en 4 jours et demi. Enfin, des choses qui m'ont quand même permis de voir un petit peu l'enchaînement des jours, comment se comporte le corps. Et ça, je trouve ça c'est super intéressant ce que tu as dit, parce que on me dit, mais comment tu fais pour tenir 20 jours? En fait, c'est pas les 20 jours qui sont les plus difficiles. Le plus difficile, c'est la première semaine, quoi. Ah ouais, c'est horrible. C'est la première semaine. Enfin, je serais même tenté de dire les 5 premiers jours, hein. Parce que le corps et le mental, il faut vraiment qu'il s'adapte à l'effort que tu lui imposes, parce que c'est pas naturel, c'est clair. Il faut qu'il s'adapte. Mais le corps, c'est ce qui est hallucinant, et c'est une grosse leçon que j'apprends de ce genre de choses, c'est que le corps, enfin l'homme ou la femme, l'homme avec un grand H, on va dire, Ouais. l'espèce humaine s'adapte à tout. Mais il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Mais quand tu lui laisses le temps, tu te rends compte que tu peux faire 4200 bornes. Et puis, alors tu nous diras peut-être, mais comment ça s'est passé à la fin par rapport au début? Mais je pense qu'à la fin, tu étais peut-être mieux qu'au début. Ah, vraiment. Et en fait, ton corps s'adapte. Et moi, quand je vois sur le GR34, alors c'était plat sur la partie, sur les 500 derniers kilomètres, tout le Morbihan jusqu'à Saint-Nazaire, c'était plat. Mais quand je vois, et ça m'a surpris moi-même, hein, mais quand je vois que sur mes étapes de 10 km, parce que j'ai un ravito à peu près tous les 10 km, où je cours entre 10 et 11 à l'heure, voire à 11,5 de temps en temps, ça m'a surpris moi-même, parce que j'avais jamais fait ce genre de choses aussi longues, et de repenser maintenant, au bout de 10, 16, 17, 18, 19 jours, faire 110 bornes par jour, en pouvant maintenir encore des allures, des allures de 10,5, 11,
Ouais, quand même, quoi. Mais en fait, le corps s'adapte à tout. Après, tu as des douleurs, tu as des bobos, c'est là où il faut savoir s'adapter, on est déjà venu dessus, et mettre des choses en place. Mais en fait, et quand on a cette notion-là, et quand on le sait, quand on s'élance sur ce genre de choses, c'est là que l'expérience aussi rentre en ligne de compte, eh ben, on est beaucoup plus apte à faire face au début de l'aventure, qui est souvent le plus difficile, parce qu'il faut se mettre dans le truc, il faut se séparer un peu de son quotidien, de son confort quotidien, pour vraiment se mettre dans ce nouvel état d'esprit, dans ce nouveau mood. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un mantra un peu Mon seul mantra sur ce type d'aventure, c'est avancer. Ok. Avancer. T'avances. C'est vrai que ça, je pense que c'est la base. C'est la de base. se dire, même si tu fais rien, tu passes. Si tu fais 1 kilomètre, c'est 1 kilomètre de moins. Et comme aussi, je dis souvent ça aux gens qui commencent la course à pied, et ils sont là en mode, ouais, il faut que je cours 4 heures. Mais non, juste fais des Marche. petits trucs, pas par pas, 15 minutes tous les jours, et avance, juste, voilà, c'est ça. Marche, c'est toujours plus rapide que de rester assis. Hein. C'est vrai. Fact. Non, mais du coup, on parlait de logistique et du coup de préparation physique. Ok. Mais donc, toi, en tant que préparateur physique, comment tu t'entraînes pour un GR? On en a un peu parlé au début. Ok, ouais. Est-ce que tu privilégies l'endurance, le dénivelé, la régularité, ou justement, tu disais que tu t'entraînais un peu moins que si c'était une course à dossard? Mais... Alors moi, ce que je fais, c'est que du coup, alors je m'entraîne clairement moins, ça c'est certain, en termes de volume d'entraînement. J'axe vraiment sur le mental, visualisation, logistique, etc. Mais par contre, ce que j'aime bien faire, c'est inclure deux choses. C'est inclure, en tout cas sur ma préparation, des grosses sorties longues, plutôt spécifiques, qui seront plutôt dans le même style que l'aventure que je vais vivre. Notamment pour le GRD, j'avais fait des grosses sorties avec du gros dénivelé, mais j'en faisais pas ça tous les jours. Je faisais vraiment le week-end, une grosse sortie clé pour savoir comment mon corps va réagir justement à ça. Et puis, j'essaye de placer en amont un week-end choc, un peu micro-aventure. Donc, moi, avant le GRD, j'avais fait le GR51 sur le sud de la France. J'avais fait 250 km dessus. Et c'était pouvoir tester le sac, pouvoir tester ce que j'avais un nouveau sac, pouvoir tester un peu tout, quoi. Et je pense que ça, c'est bien, ça permet de se rassurer aussi, de se dire, bon, là, ok, là, je sais encaisser 3 jours avec 5000 de D+. Je sais aussi encaisser avec le sac, la charge. Et voilà. Mais faire ça tous les jours, je pense que ça va péter la machine à bout d'un moment ou un autre. Donc voilà, je pense que ça se prépare comme ça. Et je pense que Eric sera peut-être potentiellement du même avec moi. Et pour avoir étudié aussi pas mal d'Américains, notamment Karel est belge, mais Karel, etc., la plupart des mecs qui font des records, ou qui ont en tout cas performé à haut niveau dans les records, ils font tous plus ou moins la même philosophie. C'est-à-dire qu'ils font assez peu, en tout cas moins de volume. Je vois Karel sur son Strava, c'est assez ridicule. Puis d'un coup, ça monte d'un coup, quoi. Parce que, comme il dit, des fois, il y a aussi les dentistes, il y a une famille à gérer. Enfin, il peut pas faire de faire 200 bandes par semaine. Ça marche si tu es vraiment athlète pro, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, je pense que c'est la philosophie. Et aussi, je remarque que la plupart des gens qui font des gros volumes, en général, ça finit par péter en plein projet, quoi. Trop de fatigue. Ouais, Voilà. c'est la même philosophie. Alors moi, je fonctionne un petit peu différemment, mais dans le fonctionnement, mais la philosophie reste la même. C'est-à-dire que on va partir pour faire des trucs qui sont hors normes. Clairement, faire autant de kilomètres par jour, ça reste hors norme. Ça va engendrer beaucoup de fatigue. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est d'arriver le plus frais possible, physiquement, mais mentalement aussi. Et effectivement, quand tu dis 200 bornes, oui, ça casse le physique, ça casse le mental aussi, parce que quand on se fait 200 bornes par semaine, et qu'on s'aventure pour faire alors ça dépend entre 60 et 110 bandes par jour en fonction de l'aventure et en fonction du dénivelé, du profil et tout. Mais voilà, il faut vraiment être sage sur le volume qu'on va faire en préparation. Moi, alors j'ai des expériences un peu particulières parce que quand j'ai fait le GR10, c'était en 2020. Et en 2020, il y a eu le Covid. Donc je me suis entraîné sur tapis et sur mon home trainer. Ah, l'horreur. Donc je faisais 2 heures de home trainer par jour. Je faisais tous les 2 jours un peu de tapis. Enfin, je faisais du tapis en pente. Et puis je faisais aussi du renfort où je marchais sur place avec mes bâtons, avec des élastiques de chambre à air pour renforcer aussi le haut du corps parce que c'était super important. Même si on s'est foutu de moi sur les réseaux, mais non, mais en tout cas c'était super efficace. Mais donc c'était un peu particulier, mais donc je faisais pas des gros volumes. Alors quand les barrières ont été ouvertes et que j'ai pu sortir un petit peu, j'ai fait 4 jours dans les Pyrénées. Mais comme tu dis, un micro truc. Donc j'ai fait 2 journées à 40 bornes et 2 journées à 80 bornes. Donc ça m'a fait 240 km en 4 jours. C'est plutôt pas mal. Sur le GR10, pour me mettre un petit peu dans le mood, on m'avait dit tu verras l'Ariège, c'est super nature, c'est technique et tout. Bon, du coup, j'avais été 2 jours là-bas. Au final, finalement, ça va. va. Ouais, c'est bien passé. Et puis, c'est une des choses que j'ai trouvé le plus facile du GR10 au final, presque. Mais c'est plus la météo, moi, j'avais. C'est la météo qui m'avait saoulé. Mais moi, j'ai eu du soleil pendant 10 jours, donc c'était top. Mais physiquement, ça allait. Ouais, c'était pas si je m'attendais à pire Non, aussi. ça a été. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Et moi,
corps, c'est dans ma philosophie parce que je suis triathlète, j'ai été triathlète avant, c'est que j'ai conservé beaucoup de vélo. Donc en fait, tout le volume, je le fais à vélo. Je ne vais pas me faire 10 heures de vélo par jour, mais je vais souvent me faire des sorties de 4 heures de vélo avec des volumes qui peuvent monter à 300, 400 km de vélo par semaine. Donc c'est quand même assez conséquent pour un coureur à pied. Et je vais en fait me contenter de courir que 80 km. Moi, j'ai rarement dépassé les 80 km par semaine en course à pied, ce qui est très faible par rapport au niveau de performance. Pour ceux qui connaissent, c'est très très faible. Par exemple, quand je faisais du 24 heures, je m'entraînais 70-80 km par semaine. Tous les autres de l'équipe de France, ils étaient à plus de 200 bornes. Quoi. C'est fou par contre. Mais par contre, je faisais 300 bornes de vélo, 300-400 bornes de vélo par semaine, en plus des 70 bornes. Donc, je générais de la pré-fatigue, je fais du volume. Et en fait, c'est super bénéfique. Ça permet de se préserver articulairement, musculairement, tout en générant un gros renfort, de l'endurance de force. Donc, ça, c'est super important pour le trail, pour le moteur aussi. Et puis, ça change aussi de discipline, c'est varié. Ça permet d'aller un peu plus loin, même, tu vois, pour découvrir d'autres pays. Donc, ça permet mentalement aussi de s'aérer un peu l'esprit. Et je trouve que c'est très bénéfique. Donc, dans la philosophie, oui, c'est pas en faire trop parce que sinon, on va s'écœurer. Je pense que l'aspect préparation organisationnelle est bien plus importante que cette préparation physique avant tout. Et puis, comme on l'a dit, le corps, il s'adapte en fait à l'effort. Donc, je serais tenté de te dire, moi, quand j'ai préféré le GR34, j'avais très peu d'entraînement au final. Donc, j'en ai peut-être un peu bavé les 3 premiers jours. J'étais moins performant les 24 premières heures, c'est-à-dire que je suis allé moins vite qu'un UTMB, par exemple, alors que c'était plat. Enfin, quasiment. Mais au bout de 4 jours, mon corps, le corps a une mémoire. Donc, mon corps s'est renforcé. Et puis, mentalement, j'étais présent. Donc, ça m'a permis d'aller au bout et d'être performant. Donc, ouais, mais ça se recroise énormément, quoi. Et niveau tout ce qui va être sommeil, nutrition, récupération, comment vous gérez ça pendant le... Super intéressant. Alors, je pense que c'est pas du tout. Là, pour le coup, c'est peut-être un peu différent niveau assistance, sans assistance. Parce que sans assistance, moi, je fais ce que je trouve. Donc, t'es dans une supérette et que t'as que des M&M's, tu te démerdes avec ça. Donc, ça, c'est aussi une part d'expérience. C'est-à-dire, moi, sur les États-Unis, j'avais bouffé n'importe quoi tout le long. Donc, du coup, quand je suis arrivé sur le GRD, j'arrivais dans une supérette, ça me faisait pas de problème de tourner avec ça. L'allure est aussi un peu plus lente. Donc, ce qui fait que c'est moins contraignant de manger des snacks, etc. Je pense que si tu tournes sur un UTMB avec des M&M's, tu vas pas très loin. Enfin, tu pourras peut-être, mais Kylian, il y arrive. Mais voilà, soit tu es exceptionnel ou soit tu vises pas un gros chrono. Mais en tout cas, je pense pas que dans le top 10, c'est des mecs qui tournent M&M's. Mais donc voilà, faut aussi le prendre en compte que tu peux aussi te permettre de manger un peu tout et n'importe quoi. Moi, en tout cas, ce que j'aime bien faire dans ma vie, c'est de manger de manière très cadrée. En tout cas, dans la vie de tous les jours, je fais assez peu de fast-food, je bois pas d'alcool, etc. Par contre, ce genre de projet, c'est la débandade. Enfin, j'aime bien justement me faire plaisir. Si j'arrive dans un refuge, éclater un burger. Même aux États-Unis, je mangeais n'importe quoi. Parce que c'est aussi cet aspect quitter un peu la routine et sortir un peu de tout ça. Donc voilà. Et puis après, par contre, ce que j'aime bien faire, c'est démarrer les premiers jours. J'avais fait aux US, notamment grâce à Medtronic. Et aussi au GRD, c'est à Medtronic. C'est commencer les premières journées avec des trucs un peu plus classiques. Parce que si je peux me le permettre d'avoir ce premier jour et de le porter, je le fais. Donc les gels, les barres, etc. Mais après, malheureusement, je fais avec ce que je trouve, donc c'est pas évident, quoi. Mais c'est vrai que la nourriture, c'est quand même un gros point parce que quand tu arrives dans un point de rendez-vous, par exemple à une supérette, tu dois anticiper combien de kilomètres il te reste, c'est-à-dire combien de jours tu dois porter de nourriture. Sur GR10, quand tu fais beaucoup de kilomètres, en vrai de vrai, tu as quasiment un truc tous les jours, voire tous les 2 jours quand même, à part en Ariège où c'est quand même compliqué. Mais hormis l'Ariège, en vrai, c'était assez simple. Tu avais toujours des choses, des refuges, des petits trucs, etc. Même des fois, tu as des cabanes où les gens laissent des trucs. Aux USA, c'était le max que j'ai eu, c'est 10 jours sans nourriture. Donc là, c'est compliqué. Ouais, faut mettre du lyophilisé. Ou alors, moi, je faisais avec du M&M's, donc j'achetais des gros paquets de M&M's. Mais le truc, c'est quoi là, niveau santé, on est clairement. Faut aussi partir du principe qu'on va aussi mettre une croix là-dessus. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai perdu 10 kilos finalement. Mais voilà, mais je pense que c'est rien à voir par rapport avec l'assistance où là tu peux peut-être plus anticiper, mais en tout cas il va nous le dire. Mais ouais, voilà, c'est clair qu'il y a une grosse différence là pour le coup. Donc on va pas faire un copier-coller. Mais Non. non, l'idée c'est que j'ai le moins de choses à porter sur moi pour être le plus efficace, le plus performant. Donc moi j'ai juste mon sac, ma balise GPS, 2 flasques et puis 2-3 barres quoi. Et puis par contre je vais faire 5-6 repas par jour quoi. Moi j'ai ce confort là. Mais par contre je te rejoins, c'est comme on fait des efforts qui sont quand même lents, qui sont longs et durs, mais qui sont lents, on peut manger n'importe quoi. C'est-à-dire que les repas que je faisais c'était des faritas, des pizzas, des pâtes, des machins. Enfin c'était du... Par contre pendant les étapes, effectivement là je vais être plus sur de l'alimentation classique de course où je vais prendre, j'ai ma boisson Melto, je vais prendre une barre de temps en temps Melto, éventuellement un petit gel, même si les gels comme c'est un apport de sucre sur une longue durée, c'est peut-être un peu plus difficile. Sur plusieurs jours, c'est plus difficile à ingérer.
mais des choses plus solides, on en a pas mal. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ou des purées, voilà, les purées Melto, enfin, c'est des choses que j'aime beaucoup. Les noix de cajou, ça fait un peu ambiance apéro en plus. Non, mais c'est des choses, en fait, il faut trouver ce qui va nous plaire. Oui. Mais c'est vrai qu'avec l'assistance, c'est quand même vraiment différent parce qu'on peut avoir ce confort de manger très varié, de manger en conséquent. Mais pour le sommeil, par contre, effectivement, et ça, on parlait de préparation, de projection avant, pour moi, c'est un point qui est hyper important parce que pour moi, je suis un gros dormeur à la base. J'ai besoin de sommeil et c'est une grosse appréhension que j'avais avant le GR10 notamment. Donc, je l'ai beaucoup bossé avec des chercheurs à Toulouse qui bossent à l'aérospatiale, avec des personnes qui ont fait la Transpyrénéa, donc qui avaient cette expérience avec Artus, Guillaume Artus, que j'avais contacté avant le GR10, qui m'a donné des tuyaux, qui m'a vachement rassuré là-dessus. Avec des navigateurs, Thomas Coville, avec Romain, qui ont permis aussi, avec leur expérience du sommeil, qui m'ont permis aussi de me rassurer du fait que, au final, 4 heures de sommeil par nuit, tu fais 80 bandes par jour sans problème. Ça m'avait beaucoup rassuré. Par contre, une chose que j'avais pas du tout anticipée, sur laquelle je ne m'étais pas projeté et qui est pour moi très difficile, c'est cette phase de réveil. Parce que la phase de réveil, toi aussi, tu me diras, mais cette phase de réveil, on dort. Là, j'ai fait sur le GR34, on a fait des études sur le sommeil justement. Donc, j'avais des capteurs et tout, et on a bien analysé mon sommeil avec les différentes phases de sommeil, profond, superficiel, intermédiaire. Et donc, on avait bien défini des phases des cycles d'1 h 30 avec des phases de sommeil des différents niveaux. Et ça a été hyper surprenant sur le GR34. Au bout de 3 jours, je dormais 4 heures. C'était 4 heures de sommeil profond. Il n'y avait plus de superficiel, il n'y avait plus c'était que du profond. 4 heures de profond. Et en fait, la difficulté, c'est quand on se réveille, on est encore dans le gaz, on est complètement cuit, enfin, même si on a bien dormi profondément, parce que du coup, pour le sommeil profond, mais on se réveille, on n'a pas envie de sortir, et puis on est complètement groggy, quoi. Et pour moi, c'était un aspect vraiment fondamental du sommeil, en fait. C'est pas le sommeil. Pour s'endormir, on met 2 secondes pour dormir, on est tellement cuit, mais c'est cette phase de réveil qui est incroyablement difficile, parce qu'il faut s'y préparer, quoi. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je vais pas mal parler du sommeil parce que je pense qu'en salle d'assistance, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment anticiper. Alors, comme Eric, moi, j'avais préparé ça en amont parce que je suis vraiment gros dormeur aussi. Et donc, moi, je m'étais renseigné, pas forcément auprès de personne, mais j'avais vraiment regardé des études auprès de mon ancien coach aussi, comment faire au niveau est-ce qu'il faut faire plutôt des micro-siestes dans la journée, est-ce qu'il faut faire une nuit complète? C'était un peu mes questionnements et surtout, comment l'adapter à moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait une micro-aventure justement dans le sud là, pour tester un peu sur une journée notamment, sur plusieurs jours, comment je pouvais un peu réagir à tout ça. Donc, c'était très difficile. Et ce que j'ai remarqué, plusieurs choses sur le GR10, c'est que déjà, moi, j'avais un seul endroit qui me faisait peur, c'était l'Ariège, parce que je savais que en fait, ma vitesse, elle allait vraiment baisser. Et donc, forcément, j'allais prendre plus de temps pour faire le nombre de kilomètres. Donc là, du coup, mes nuits de sommeil allaient être réduites, parce que sur les 4 premiers jours, notamment, je faisais des nuits vraiment assez bien. Le problème, c'est que quand tu es sans assistance, il faut réussir à dormir. Parce que moi, j'avais pas de masse de sommeil, j'étais pas sur un lit. Donc, tu arrives sur ton matelas. Par exemple, le premier soir à Arles sur Tech, j'ai dormi derrière une salle municipale. Des mecs faisaient des combats de pitbull sur le parking et t'es en train de gueuler. Donc, au final, j'avais 7-8 heures de sommeil, mais au final, je les ai pas fait. Donc, j'ai pas du tout dormi quasiment. Je crois 30 minutes. Donc, tu vois, au final, c'est pour ça que ça aurait été plus intéressant peut-être de se poser dans la journée vraiment, trouver un bon coin, se poser, dormir, que de essayer de faire une nuit de 7 heures qui a au final pas marché. Au final, après, dans la nuit, j'ai titubé un peu, mais c'était revenu. Donc, je pense que c'est vraiment, du coup, là, cette partie un peu peut-être anticiper les moments où on va avoir des nuits plus courtes, etc. Parce que moi, c'était vraiment irrégulier pour le coup. Il y a vraiment eu des nuits un peu plus complètes au début. L'Ariège, c'était vraiment cata. Et puis, c'est pour ça que d'ailleurs, sur la semaine, je crois que j'avais 3h58 de sommeil sur tout le projet, quasiment de moyenne sur ma montre. Donc, ce qui est assez peu quand même. Bon, tu vois, 4 heures, à peu près un truc. Mais au final, j'avais quoi, 76 km. Donc, c'était quand même très long les journées. Donc, voilà. Mais c'est vraiment apprendre à se dire, ok, là, on va se poser et on va vraiment essayer de dormir au moins 2, 3, 4, 5 heures, mais vraiment des bonnes heures de sommeil. Parce que c'est pareil, alors je crois que c'était dans le Pyrénées, côté Atlantique. Je me suis endormi près des toilettes, donc il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient. En fait, l'enfer, il pleuvait aussi, mon duvet était mouillé. Enfin, en fait, j'avais pas été intelligent, mais juste parce que j'étais fatigué, j'ai voulu trouver l'option de facile, flemmard, poser mon matelas, dormir. Mais au final, j'ai pas dormi. Donc, c'est vraiment se trouver un bon endroit, quitte à chercher peut-être 1 heure de plus, trouver le bon endroit. Parce que le problème, ce genre d'aventure, c'est que tu peux pas toquer chez les gens, dire je me pose, parce qu'ils sont sans assistance. Donc, c'est pas évident, il faut trouver des endroits un peu pirates. Mais voilà, essayer de trouver un bon endroit peut-être avancer peut-être un peu plus s'il faut. Mais vraiment, trouver 2-3 heures, vaut mieux les dormir bien que essayer de dormir plus, mais au final, tu dors pas, quoi. Donc
voilà. Mais je pense que c'est un vrai sujet parce que souvent le sommeil, c'est une des raisons qui peut te faire abandonner parce que le sommeil, c'est très dur de lutter contre le sommeil. Hein. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être sur le haut volant fatigué, c'est terrible. Donc après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que et c'est ce que j'allais dire. Alors il y a plusieurs choses. Plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, je trouvais qu'au début, moi, je titubais vraiment la nuit sur les premiers jours du GR10 et pareil sur le PCT. Et qu'au final, après, quand mon corps s'était habitué à tout ça, un peu au rythme, etc., et ben, au final, ça allait beaucoup mieux. Je subissais moins cette privation de sommeil. Et puis, comme a dit Eric. Oui, vous l'avez pas vu, pour ceux qui écoutent, j'ai sorti le gel tonique caféine. Alors, celui-là, c'est une balle. C'est vrai, il met vraiment une balle pour le coup. Moi, j'ai testé. Alors moi souvent j'en prends 2 d'un coup, faut faire gaffe parce que ça peut vraiment te faire tachycardie et par contre c'est vrai que ça te réveille vraiment, c'est un gros shoot, moi je l'ai pour l'avoir testé, donc voilà, caféine si jamais vous pouvez, c'est banger, mais faut bien l'utiliser intelligemment, savoir quand le placer, parce que sinon si vous l'utilisez toute la journée, moi personnellement ce qui est bien c'est que je bois pas de café au quotidien, du coup quand j'utilise ce genre de produit c'est parfait quoi. Ok, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça va être l'instant promo. Avec du coup savoir un peu vos indispensables de produits Melto. Je pense qu'il y a un peu de gel caf. Ouais, moi j'en ai pas trop utilisé, j'ai dû en prendre 2 là sur le GR34. Je n'ai utilisé moins que ce que j'avais prévu. Par contre, des bars, boissons énergétiques, toutes les étapes. Ça, j'étais surpris d'ailleurs. J'ai été surpris parce que pendant 20 jours, des fois on peut avoir un écœurement quand même à certains produits, même avec Meltonic, même s'il y a de la diversité. Mais c'est vrai que quand c'est sur aussi long, il peut y avoir de l'écœur. Et en fait, j'ai notamment le fruit rouge, là, la boisson fruit rouge, j'ai réussi à en prendre pendant toute l'aventure. Les pastilles aussi, les électrolytes, franchement, mais ça j'ai réussi à en prendre pendant toute l'aventure. Et puis les purées aussi, de temps en temps. Mais c'est pareil, avec cet effet saturation, on est obligé vraiment de doser pour prendre l'aspect bénéfique, mais sans aller jusqu'à l'écœurement, jusqu'à la saturation. Donc il faut trouver le bon compromis avec de la nourriture aussi. Je vais dire entre guillemets dégueulasse, grasse et tout ce qu'il faut, style hamburger ou autre, parce qu'on a une telle dépense énergétique, telle dépense calorique que il faut bouffer quoi, il faut manger. Je le disais tout à l'heure, hein, sur une étape de 110 bornes, je fais un ravitaillement tous les 10 km, ça en fait 10 dans la journée. Et sur les 10 ravitaillements, je me faisais 5. Il y a un ravitaillement sur 2, c'était un repas, quoi. Hein, mais un vrai repas, quoi. Donc je faisais 5 repas par jour. Je sais, ça te fait rêver parce que toi, tu les as pas eu. Mais franchement, on mange comme un cochon, quoi. Donc il faut manger. Donc là, on est vraiment pour ce type d'aventure sur du complément qui va être quand même super important, hein, parce qu'il faut quand même avancer et avoir cet apport énergétique pendant les étapes. Mais ça reste assez diversifié quand même. Et on peut, après, le gros avantage, tu disais l'instant promo, mais c'est vraiment avec sincérité, le gros avantage qu'on a avec Meltonic, c'est qu'il y a quand même une grosse diversité de produits. Et que justement, cet aspect saturation, on peut quand même la repousser. Et là, je vois, si je regarde devant moi par rapport à ces barres, je les aime bien, ces barres, ces formats de barres là, les pure bars, mais là on a 3 goûts qui sont quand même différentes, avec cacao noisette, avec cajou sel et avec amande coco. Vous pouvez trouver ça sur les sites. Non mais en fait il y a rien que dans cette gamme là il y a déjà ces produits là sur les bars qui sont en plus super bonnes là, depuis qu'elles ont été reconditionnées, refaites un petit peu. Franchement c'est pareil, il y a de la diversité et je trouve que c'est génial parce qu'on a cette chance là d'être ambassadeur Meltonic et en plus d'avoir accès à cette diversité. Donc non, c'est cool et c'est sincère. Il a été fort. Vas-y, à toi le Non, pour le coup, moi je vais essayer de dire un autre. Enfin, pour le coup, j'avais le même avis que lui, mais je vais essayer de donner un autre avis sur les produits. Moi, j'essaie de dissocier vraiment plusieurs choses. Les produits que je prends à l'entraînement, sur des sorties un peu plus cool, et les produits que je vais prendre sur des courses aussi, où ça va plus vite, et des produits que je prends sur les projets off. Alors, par exemple, quand je fais des sorties du coup un peu cool, etc., même rapides, ou des courses, je prends vraiment quasiment que du liquide. Je fonctionne pas en solide. Ça passe pas pour moi personnellement, le pur bar, même les bars j'ai du mal, donc c'est full gel. Et les boissons, pour le coup j'ai fait là les coursières, c'était un 100 km, donc ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 heures.
Il y avait 4500 de D+, donc c'était les coursières du Haut-Lyonnais, donc c'est une course où ça va quand même assez vite, et j'ai tourné qu'à la boisson, donc je mettais vraiment limite 80 grammes de glucides, donc c'était quand même chargé, hein, et au final j'ai pas du tout écœuré, donc moi je tourne vraiment à la boisson et au gel, et puis sinon sur mes sorties un peu cool, là par contre je prends du solide, donc là je me prends une pause pure barre, vraiment un moment cool. Et puis voilà, quand j'ai envie de me mettre une Buric aussi, le gel caf, c'est vraiment top pour l'avoir testé plusieurs fois. Une Buric. Une Buric. Vous mettez une Buric. Mais vraiment, moi, c'est vraiment deux choses que j'apprécie vraiment particulièrement avec les métoniques. C'est déjà aussi que c'est des produits qui peuvent se consommer au quotidien. Et ça, c'est cool parce que vous avez une base de compléments, etc. Et que c'est naturel. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, que pas mal de trucs du marché, c'est qu'en fait, les gens se rendent pas compte de l'impact que ça te fout sur la santé de bouffer des gels. Je citerai pas de marque, mais il y a des gels, vraiment, il y a des études qui sont en train de se faire, c'est encore pas encore poussé, mais c'est des gels tout le temps. Moi, je vois des potes, je me dis, ah, les gars, vous n'avez pas peur d'avoir des problèmes au niveau du pancréas, des estomacs et tout, donc je me dis, là, au moins, c'est naturel, c'est tranquille. Donc ça, c'est le premier point. Et puis vraiment, voilà, c'est la diversité en fait, on a pour tout le monde. T'aimes le salé, t'aimes le sucré. Si t'aimes le sucré, t'as 50 déclinaisons de goût. Mais en tout cas, mon préféré, moi, c'est celui-là. Voilà, Moi, c'est celui-là, c'est le salé là. Non, moi, le sucré, gel tonique salé, ouais, ça me fait penser un petit peu. Et vraiment, caramel, des fois, genre, je suis dans ma voiture et j'ai un gel qui traîne et je sais pas pourquoi, au lieu de manger, je mange un gel. C'est complètement. Tiens, choisis nos ambassadeurs. Ouais, non, mais moi, vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas de la malhonnêteté et tout quoi que ce soit, c'est vraiment parce que j'apprécie vraiment les produits et parce que, comme je disais, moi, j'ai ce côté aussi, j'aime bien le côté santé. Je pense aussi au plus tard, quoi. Donc, même si je bougeais mes lèvres sur mes aventures, mais voilà, en tout cas, au quotidien, sur les sorties, je me vois mal manger que des bonbons sur mes sorties, quoi. Donc, Écoute, tant que tu as la parole, tu vas nous raconter un petit peu ton expérience, parce que donc, on l'a dit au début, tu as battu le record du GR10 sans assistance il y a quelques mois. Donc si tu veux nous raconter un peu ton expérience, les moments forts et les moments un peu plus compliqués. oh la vache, ah ouais, bah alors là c'est compliqué de condenser 11 jours en même pas 2-3 minutes. Bon, faut savoir que moi, comme je disais, j'avais un rapport particulier avec le GR10. Pour moi, en fait, en France, il y a vraiment, allez, 2-3 GR un peu mythiques qui dépassent tout. Allez, deux, en vrai, c'est GR20 et GR10. Le reste, ça reste des beaux GR, bien entendu. Allez, GR34 aussi. Allez, GR34. C'est que tu l'as pas encore fait. GR34 pour Eric. Mais en fait, quand on parle de GR, souvent on dit GR20 et on parle aussi du GR10, quoi. Et du coup, GR20, j'avais déjà fait. Et c'est vrai que le GR10, c'est un monstre, quoi. 900 km, 52 000 mètres. En fait, je pense qu'il y a nulle part, enfin, il n'y a pas ça ailleurs. Aux États-Unis, tu trouveras jamais un rapport distance dénivelé comme ça. Le GR20, GR10, vraiment, les rapports dénivelé-distance, c'est monstrueux, quoi. Donc ça fait peur sur le papier. Donc c'est déjà cette appréhension-là de se dire, là, on a un nouveau challenge, de se dire qu'on va essayer d'affronter entre guillemets, un boss qui fait un peu peur. Il y avait aussi cette grande histoire sur le GR10. Il y avait eu Eric, il y avait eu Thierry, il y a eu Aurélien, il y a eu c'est tout, je crois que il y a eu Pascal Blanc mais qui a abandonné. Ouais, donc là c'est vrai qu'il y a eu Pascal Blanc et il y en a eu d'autres, je pense, qui ont tenté l'aventure. Donc c'est de se dire aussi, on va essayer peut-être de se rajouter, même sans prétention, mais de se rajouter son petit nom dans cette histoire du GR10 et j'espère que ça sera battu. Et aussi parce que le record d'Aurélien avait été fait et moi c'était symbolique parce que il a fini à Barclay, j'ai envie de faire à Barclay. J'apprécie aussi beaucoup Aurélien et puis il m'a aussi pas mal aidé parce j'ai eu tous ses Excel et tout, donc et puis aussi il faisait partie de la team Meltonic et c'était marrant de se dire Eric team Meltonic, Aurélien team Meltonic et moi aussi team Meltonic, donc tout reste dans la team, donc c'est aussi cool. Donc il y avait cet aspect vraiment là, et puis émotionnel aussi parce que mon père avait passé toutes ses vacances dans les Pyrénées. Moi, j'avais passé beaucoup de temps dans les Pyrénées depuis 2017. Donc vraiment, j'étais en mode, j'ai vraiment un truc à faire, une histoire à finir là-bas. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Donc du coup, je me suis quand même beaucoup préparé pour ce projet. Après, pour les moments de flow, donc c'est-à-dire le moment d'extase, honnêtement, sans mentir, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que c'était beaucoup de souffrance. J'en ai eu au début dans les Pyrénées catalanes parce que je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu ça partout sur toutes les Pyrénées, mais il y a eu les gens étaient super contents, super souriants. En fait, j'avais mis sur les groupes Facebook que j'allais faire le truc, donc les gens ils m'applaudissaient quand j'arrivais dans la foule. Donc j'étais vraiment content de commencer un peu le GR comme ça, après le Canigou et tout aussi. Donc ça, c'était le premier point. Après, j'ai eu aussi toute la partie Pyrénées côté Atlantique, où là, pareil, il y avait plein de gens qui étaient trop contents de me voir, etc. Et il y avait cet aspect de me dire, bon, je suis bientôt à la fin aussi. Mais vraiment, en fait, je trouve que je devrais dissocier mon GR en deux, c'est qu'il y a eu l'Ariège et tout le reste, en fait. Parce que tout le reste, en fait, j'ai jamais subi vraiment. J'ai eu des moments de difficulté, mais les paysages étaient incroyables. J'ai eu des conditions météo plutôt correctes. C'était quand même cool, quoi. Et surtout, je connaissais quelques parties. J'avais déjà couru à 2-3 endroits. Mais Ariège,
pour moi, c'était un mystère et surtout, je redoutais. Enfin, dans ma tête, quand je suis arrivé à l'Ariège, limite, j'avais les frissons. Tu sais, en fait, quand on parle des Pyrénées, on dit il y a vraiment l'Ariège, quoi. Et déjà, les gens, t'en vois pas beaucoup. Ils sont aussi très reculés, donc c'est pas les mêmes que dans les Pyrénées catalanes. C'est des gens qui voient pas forcément beaucoup de monde, donc ils sont un peu moins. Je vais rien dire, mais voilà, ils sont un peu moins, ils sont un peu différents. Il suffit de regarder Nahu, hein, qui est victime, je veux dire. Il va prendre un tir, ça. Mais ouais, et puis Nahu. j'avais fait le challenge Montcalm à l'époque, donc je savais à quel point c'était technique, mais je savais pas du tout. Donc voilà, au final, comme disait Eric, techniquement, j'ai pas forcément été surpris. C'est surtout qu'en fait, moi, j'ai eu des conditions météo qui étaient dégueulasses parce que, en fait, en fond de vallée, il faisait très, 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 très chaud. Et en fait, en haut, il faisait vent, pluie, brouillard. Et donc, en fait, j'avais les frottements avec le sac. Donc, c'est pareil, tu transpires, t'as les frottements partout, ça te gratte, les pieds qui pourrissent. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Et donc là, il fallait s'accrocher. Mais je me disais, moi, je savais, on m'avait dit, si tu finis l'Ariège, normalement, si tu finis dans les temps, etc., après, normalement, ça devrait le faire. Même si c'est pas fini, il reste encore 6 jours. Hein. Enfin, pour moi, il me restait 6 jours. Donc, je savais qu'il fallait que je rentre et que je finisse l'Ariège, quoi. Donc, c'était pas évident. Et j'ai eu des gros moments de difficulté. Hein. Comme je te l'avais dit, à un moment, j'étais privé de sommeil et j'ai touché un câble électrique pour me réveiller parce que me foutait un voltage. Enfin, c'est assez lunaire, mais c'est tout que je ferais pas comme ça normalement. Mais j'étais tellement déterminé par le fait de finir. En fait, pour moi, il n'y avait pas d'autre objectif que de finir ce GR, quoi. Donc, ouais, c'est très compliqué. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure, je lui dirais de vraiment bien quand même analyser l'Ariège. D'ailleurs, je sais qu'il y en a un qui veut se lancer, c'est Sébastien Réchon, qui veut se faire le GR10, je crois que l'année prochaine. Donc, En autonomie? je crois, ouais, en autonomie. Ouais. Donc, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais voilà, mais je pense que c'est, pour le coup, je pense qu'il y a encore une marge sur le sans assistance. Contrairement avec assistance, où je pense que Eric a mis quand même la barre très 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 haute. Vraiment, le GR10, c'est pas sous-estimé. C'est pas un GR classique parce qu'en fait, les moments que tu perds, ils sont précieux, quoi, parce que tu as tellement de dénivelé que tu peux pas trop rattraper comme sur un GR un peu plus roulant où là tu peux refaire peut-être une journée un peu plus longue le lendemain parce que tu as un peu plus de latitude. Mais là, non. Là, si tu as perdu 10 heures, c'est très compliqué de les récupérer. Donc ouais. Effectivement, et puis là on n'arrête pas de le dire, mais tu as du coup le record, Eric, du GR10 avec assistance depuis 2020. 2020. C'est qu'est-ce vieux, que- hein. Qu'est-ce que ça t'inspire du coup de voir ce record un peu évoluer? Moi, je suis super content. Les records sont faits pour être battus. Je disais tout à l'heure, j'ai le record entre guillemets du GR223, c'est en Normandie, qui est pas connu. Mais je préfère. Alors peut-être je l'aurais ad vitam aeternam parce que personne ne le tente. Mais je préfère des records comme le GR10 ou le GR34 où il est tenté souvent et c'est ça qui est sympa, c'est cette dynamique qu'il y a derrière. Il sera battu et puis il le sera forcément un jour. Peut-être un jour, Et ouais. je pense clairement, personnellement, c'est juste mon avis personnel, mais je pense que le GR10 sera battu beaucoup plus rapidement que le GR34. Je pense aussi, ouais, par contre. Parce que le C'est GR34, long. le GR34 est beaucoup plus long. C'est le GR le plus long de France, hein, 2100 km. Et puis exigeant quand même, très exigeant, plus que ce qu'on pourrait penser. Ouais, je pense aussi. Et alors que le GR10, il y a beaucoup de choses à améliorer. Enfin, moi, je le vois de mon regard hein, en l'ayant fait. Je le referai. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai à améliorer. J'ai eu beaucoup de temps de pause. La première soirée, je m'arrête. J'ai fait exactement la On même erreur. discute et tout, parce que j'étais pas rentré dans mon aventure. J'ai fait la même Et erreur. on discute avec l'assistance, tout ça, autour de la table. Il faisait beau, machin. J'ai eu beaucoup de temps, de perte de temps pendant cette aventure du GR10. Et pourtant, le temps. Mais tu parlais du japonais, effectivement. Et le japonais, l'année d'avant, il l'avait fait avec une seule personne Il dans l'a fait cette année l'assistance. avec une assistance. Il avait commencé par l'ouest, c'est-à-dire par tout le Pays Basque. Il s'était pris 3 jours d'orage non-stop, je crois, les premiers jours. Et il termine en moins de 10 jours, c'est-à-dire à quelques heures de mon record seulement, alors qu'il avait qu'un seul. Ouais. Donc je pense qu'il sera battu. Il sera battu rapidement ou pas, j'en sais rien, mais il sera battu plus facilement que le GR34. Pour en revenir à la question de base. Alors sur le GR10, moi, ce qui m'a marqué, tu me diras peut-être, mais moi l'endroit, la chose la plus fabuleuse, c'est les couchers et les levées de soleil. Ah putain, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai Incroyable. pas beaucoup de photos de ce truc, mais c'est que ça, moi. Coucher, lever. Ah ouais, les levées de soleil, t'es en haut, t'es sur un col au-dessus de la mer Ouais, de c'est nuages vrai avec juste les pics. J'ai fait un Putain, coucher de soleil avec Nahu Passera, Ouais. du Meltoni, un coucher de soleil chez lui en Ariège. Tous les couchers, tous les levées de soleil, mais c'est un truc d'incroyable. Et sur le GR34, c'est la même chose, c'est vraiment ces couchers, ces levées Ouais, de soleil. ça, c'est quelque chose. Là. Les moments, alors il y a beaucoup d'autres moments hein, qui sont magnifiques, mais sur le GR34, moi je vois à la pointe de Corsen, donc c'est la pointe la plus à l'ouest de la France, donc la plus à l'ouest de Bretagne naturellement, mais la plus à l'ouest de la France, donc là où on est les derniers à voir le soleil se coucher, puisque c'est le plus à l'ouest. Et donc j'ai fait une nuit ici.
Et c'est la seule soirée où je me suis arrêté avant que le soleil se couche. Et là, j'ai profité, c'était merveilleux. On est donc dans l'ouest du Finistère, donc on est vraiment exposé normalement à tout vent avec une mer déchaînée. Là, j'avais une mer d'huile, pas un brin de vent. Le coucher de soleil, c'était merveilleux. J'en ai profité pour faire une dédicace, une grosse pensée à mon entraîneur qui était disparu. Et ça a été un moment incroyable. Et le lendemain matin, je repars de ce Cap Corsen. On passe par la pointe Saint-Mathieu, donc juste à côté de Brest. Et là, pointe Saint-Mathieu, à 6h30, au lever du soleil, les dauphins la mer d'huile, les dauphins qui, au bas de la falaise, qui nageaient, qui sautaient. C'est des images qui sont incroyables. Ou à Crozon, la presqu'île de Crozon, pareil, avec un grand soleil, machin. Enfin, la bande humide, il y avait plein de monde, c'était génial. Enfin, tout, il y a des images incroyables. À chaque fois que je finis une aventure, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie en quelques jours, quoi. Une vie en quelques jours, que ce soit humainement, enfin, du coup, parce qu'il y a le partage aussi, mais humainement, en termes d'expérience personnelle, en termes de tout, c'est quelque chose qui est incroyable, qui est fabuleux. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. On les a cités tout à l'heure, on en a cité des exemples tout à l'heure. Mais tout ce qu'on gagne à côté, c'est indescriptible. Ouais, c'est indescriptible. Et ça, personne ne nous l'enlèvera. Les records et tout ça, ça va passer, on s'en fout. Mais l'expérience qu'on a vécue, on ne nous retirera jamais ça. Et ça, c'est incroyable. Ce que tu as vécu, c'est quelque chose d'inoubliable. Et moi, je compare un peu sur P-City, parce que sur P-City, j'ai un peu plus profité des paysages. C'est vrai que dans le désert, coucher de soleil, lever c'est vrai de que tu as soleil, traîné 65 jours. Sierra Nevada, la Sierra Nevada, 4000 mètres d'altitude, t'as personne pendant 15 jours. Enfin, c'est juste des moments incroyables. Et des fois, il faut juste se dire, on a quand même de la chance, parce que j'ai la chance de pouvoir voyager, de pouvoir traverser. Être en bonne santé. Avec mes deux jambes et tout. Moi, je vois des potes, ils n'ont pas forcément la condition physique, aussi parce qu'ils le veulent aussi, hein, mais ils n'ont pas forcément la condition physique, donc ils pourront peut-être jamais voir ce genre de choses, parce que c'est pas évident. Et c'est vrai qu'on a ce privilège de se dire qu'on va arriver à la fin de notre vie avec tous ces souvenirs et qu'on les emporte avec nous, quoi. Et comme disait Eric, ça, on peut pas les enlever, quoi. Et c'est ça qui me passionne et qui me motive aussi dans le fait d'inviter les gens à me rejoindre sur le parcours, parce que comme tu le dis, tout le monde n'a pas déjà ses capacités à faire 2100 bornes. On pourrait le faire en 2 mois éventuellement, mais il faut le temps, il faut le financier, parce que si tu vas 2 mois, il faut les logements et les machins. Bref, c'est compliqué. C'est pour ça que j'aime bien essayer de proposer aux gens de m'accompagner, parce que ça leur permet d'une part de se rendre compte de la logistique qu'il y a autour, de ce que ça impose comme engagement physique, personnel. Moi, sur le GR34, j'ai 15-16 personnes autour de moi pour faire mon assistance, quoi. C'est dingue. Pendant toute l'aventure. Et puis, ça leur permet aussi de vivre un bout d'aventure. Alors, ils vivront peut-être pas tout, mais ça leur permet de vivre un bout d'aventure. Et quand tu as une personne qui a jamais fait plus de 20 bandes dans sa vie et qui fait son premier marathon à tes côtés et qui finit avec une banane comme ça et machin, franchement, tu es le plus fier, quoi, de tous, quoi. C'est fabuleux. Toujours dans cette manière de transmettre, parce que tu l'as dit à juste titre, tout le monde ne peut pas le faire, malheureusement, parce que pour des problèmes de santé, ou pour des problèmes matériels, ou pour des problèmes logistiques, ou organisationnels, ou de boulot, ou familiaux, ou peu importe. Mais du coup, voilà, ça permet aussi de partager, de faire voyager. Et que ce soit moi en accompagnant, peut-être le P-City, si j'ai la chance de le faire un jour, c'est mon rêve. Je le fais, ce sera certainement pas de la même manière que j'ai fait le GR34, parce que j'aurai personne pour m'accompagner, ou alors peut-être un paceur de temps en temps, Antoine notamment, de temps en temps, mais je le vivrai peut-être différemment, peut-être comme tu le fais, ou pas, par les réseaux. On a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc de le partager. Je suis d'accord, il y a beaucoup de gens qui suivent à distance, et c'est vrai que moi je me rendais pas compte, mais des fois je rencontrais des gens, ils connaissaient tout ce que j'avais fait, les photos que j'avais mis et tout. En fait, il y a des gens vraiment, ça leur sort un peu de leur vie. Le matin, ils regardent les actualités, tout ça, et en vrai, moi c'est bête, mais je le fais aussi quand je suis un record. J'avais suivi le record de Eric aussi. Quand Karel est pas sur un record, je feuillete aussi. Et c'est vrai je me dis que y a plein de gens aussi qui trouvent de l'inspiration là-dedans, donc c'est aussi cool. On a parlé tout à l'heure du coup de Nahu Passera, qui est un des ambassadeurs Meltonic, mais il y en a un autre, et on l'a évoqué tout à l'heure, qui a un message aussi pour vous. Et je lui ai posé quelques petites questions, et du coup il nous a parlé de sa vision à lui du trail, de l'ultra trail et des GR. Et c'est Aurélien Sanchez. Concernant pourquoi j'ai démarré l'ultra trail, c'est pas compliqué, c'était pour vivre des émotions, c'est pour vivre tout simplement. Quand on fait des ultras, c'est faire des choses qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est découvrir de nouvelles choses, de nouveaux paysages, découvrir plus sur soi-même, sur ses capacités physiques, mentales. Et c'est en découvrant tout cela, en sortant de sa zone de confort, qu'on vit des émotions uniques, nouvelles, où on se dit en fait je suis capable, en fait je vois toutes ces choses-là que j'avais jamais vues jusqu'à présent. Et on se découvre soi-même, et on découvre aussi les autres. C'est aussi des aventures partagées.
Donc moi j'ai toujours voulu faire ça, me lancer dans des aventures où il y avait de grosses inconnues sur l'alimentation, sur le sommeil, sur les allures, à quelle allure je peux aller pour tenir la distance en essayant de faire le minimum de temps possible pour essayer de repousser mes limites toujours du mieux que possible. Et sur le GR10, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi un style qui était assez compliqué, en autosuffisance extrême, où je dormais à même le sentier. Je m'empêchais de dormir dans les refuges, je m'empêchais qu'on me ravitaille, je me ravitaillais dans les supermarchés ou dans les refuges aussi. Mais je m'empêchais vraiment de dormir très confortablement. Donc ça, c'était des choix que j'avais faits. Je m'empêchais aussi de m'orienter à la montre, sauf en cas de pépin lorsque j'étais perdu, donc je m'orientais avec le balisage. Tout ça pour justement le but de vivre une aventure pleine, sortir de ma zone de confort et ensuite à la fin avoir la satisfaction d'accomplir quelque chose où je me suis vraiment débrouillé tout seul. Pour moi c'est ça l'ultra, c'est faire en sorte de sortir de sa zone de confort du mieux que possible. Ensuite, on a des moments de doute, des moments de douleur, des fois qui apparaissent, qu'on doit visualiser en amont, qu'on doit se dire que l'aventure, elle n'est pas du tout acquise, qu'on va faire face à des situations qui vont être compliquées. Et c'est quand on franchit ces obstacles que justement on ressent de la fierté et de l'épanouissement personnel. Pour moi, les meilleures victoires ne sont pas celles qui sont acquises, c'est celles qui viennent aussi un peu dans la douleur et dans la sueur. Donc c'est comme ça que je vois les choses, c'est se lancer dans des projets ambitieux, se lancer dans des choses qu'on ne pense pas forcément possibles, ou alors où on se dit qu'on va en chier et que ça va être très compliqué, mais être prêt à ça et se dire que c'est pour la bonne cause, c'est pour vivre des émotions qu'on a rarement vécues, comme la transcendance par exemple, que j'ai vécu sur plusieurs courses, mais jamais dans ma vie de tous les jours. Et aussi surtout faire preuve d'humilité, se dire qu'on est plein de qualités, mais on est aussi plein de faiblesses, prendre connaissance de ces faiblesses, essayer de faire en sorte de s'améliorer chaque jour. Et pour moi c'est ça l'ultra, le GR10, toutes les aventures que j'ai vécues, c'est de la remise en question perpétuelle, c'est se lancer dans des projets qui sont ambitieux, en n'ayant pas peur d'échouer et de souffrir. Et à la fin, c'est l'émotion qui prime, que ce soit un objectif, un projet qui réussit ou qui est raté. S'il est réussi, c'est top, c'est unique et on profite de ce moment privilégié. Et si c'est raté, c'est top parce qu'on apprend plein de choses et on peut se remettre en question et se projeter sur de nouveaux projets. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et moi je pousse les gens, mon entourage, mes copains, ceux qui veulent vivre des émotions et qui font du trail, de ne pas hésiter une seconde à se lancer dans des gros projets tout en sachant qu'est-ce qu'on y recherche. C'est ça le but, c'est savoir pourquoi on fait ça et ensuite se donner les moyens de vivre tout ça. C'est drôle parce que du coup, il y a beaucoup de choses qu'il dit que vous avez déjà évoquées, comme quoi vous êtes vraiment tous d'accord à partir du moment où il manquait plus que ça, qu'il manquait le dernier. Bah oui. Mais non, c'est vrai que tout ce qu'il a dit, c'était hyper intéressant. Je pense que c'est assez hyper intéressant ce qu'il a dit, notamment le fait que c'est intéressant de se mettre des projets ambitieux où il y a cette possibilité de se dire il va y avoir quand même un échec. Et que je trouve que c'est pas intéressant de dire parfois, on va rester dans un projet, une course, et où il y a quasiment 100% de chance de réussite. C'est pas forcément challengeant, c'est pas forcément le but de l'humanité. Le but de l'humanité, c'est de se dépasser, de se surpasser, sans trop rentrer dans cette quête en permanence, mais c'est de se dire, voilà, aller chercher peut-être un peu plus loin, se découvrir. Je vois beaucoup de gens qui ont peur parfois, mais sans trop de raison finalement, parce qu'on les a peut-être bridés, je ne sais pas trop pour quelle raison. Mais je trouve que c'est important de se dire, voilà, on va faire un défi, il y a une grosse possibilité d'échec, quoi. Et ça, je trouve que c'est motivant, quoi, aussi. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Et puis, moi, j'aime beaucoup son côté aller chercher vraiment cette victoire intérieure quelque part, cette victoire, cette satisfaction personnelle. Elle vient pas comme ça naturellement, mais c'est vrai qu'en allant la chercher, je parlais tout à l'heure des couchers de soleil, des levées de soleil en montagne. On pourrait prendre sa voiture, aller sur un col en voiture et puis regarder le coucher de soleil. Mais quand on vient de se taper 500 bornes, qu'on est en haut d'un col, qu'on sait d'où on vient, qu'on se projette là où on va et qu'on tombe là-dessus, je trouve qu'on le vit pas et qu'on ne l'apprécie pas de la même manière que donc ce côté transcendance dont il parle, c'est pour moi aussi ça et c'est quelque chose qui est aussi important. Et quand je disais qu'on vit une vie dans chaque aventure, c'est un peu pour ça parce qu'on vit des choses qu'on pourrait vivre beaucoup plus facilement, mais qu'on vivra jamais aussi intensément. Non, mais c'était vraiment super intéressant. Ouais, super intéressant. Si vous voulez donner envie à quelqu'un, et je pense que rien qu'avec tout ce que vous avez évoqué, ça donne quand même envie. Vas-y. Ouais, non, je vais rebondir parce que ça vient avec ce que j'ai oublié de dire et que je voulais dire. Je te laisse. Et sur la notion de défi dont tu parlais, donc c'est sur la notion de prise de risque en fait, fixer cette bonne prise de risque qui va nous permettre de nous mettre
un peu hors de notre zone un peu, voire beaucoup hors de notre zone de confort en fonction de ce qu'on recherche, mais qui va nous permettre vraiment d'être fiers de ce qu'on a fait et de fiers de nous. Mais c'est pas hésiter effectivement à se fixer des objectifs ambitieux pour soi-même. Un objectif ambitieux pour certains, ça va peut-être être de faire le Pacific Crest Trail, Antoine, mais d'autres, ça va peut-être être de faire un marathon ça peut être n'importe quoi parce qu'il y en a, on n'a pas tous les mêmes environnements. Mais c'est d'oser. Nous, on fait des trucs qui font plusieurs jours avec beaucoup de kilomètres quotidiens, mais ça pourrait être, et moi je l'ai vécu dans les Pyrénées, ça a inspiré beaucoup de personnes qui n'avaient jamais vécu d'été dans les montagnes, d'aller prendre un sac et d'aller faire de la rando sur 1, 2, voire 3 jours qu'ils n'avaient jamais fait et qui ont été ravis et qui ont été enchantés et qui maintenant le font tous les ans, quoi, parce qu'ils sont tombés. Donc ça peut être ça, c'est pas forcément traverser les Pyrénées. Je dis le GR34, on en parlait, on dit il y a des GR dans le coin, j'ai dit GR34, ouais mais c'est trop long. Oui, mais tu n'es pas obligé de faire tout le GR34. Tu prends ta voiture, l'avantage c'est que c'est à 3 heures de route d'ici, mais je trouve ça génial, quoi. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude, qui sont relativement faciles à mettre en place, je pense, qui ne demandent pas des moyens extraordinaires quand on le fait comme ça, hein. C'est pas prendre l'avion pour aller en Amérique du Sud et puis faire le Pérou. C'est vraiment à proximité. On a cette chance en France d'avoir des tracés en termes de GR, de PR, de tout ce qu'on veut, qui sont énormes, qui sont super bien balisés, super bien tracés. Et donc ça offre vraiment tous les horizons en plus, parce qu'on peut avoir de la montagne, on peut avoir de la plaine, on peut avoir de la côte, on a tout ce qu'on veut, des terrils même si on va dans le nord, mais on peut avoir tout ce qu'on veut. Et ça, c'est à la disposition de tout le monde. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de ne pas avoir peur, de se lancer, de prendre son sac et puis de partir, d'organiser quand même, parce que ça demande quand même de l'organisation un petit peu avant pour pouvoir bien un minimum coordonner le truc, et puis de se lancer pour vivre quelque chose qui de toute manière sera exceptionnel. Parfait. Mais du coup, il m'a pris ce que je voulais dire aussi. Mais non, je vais dire un truc, moi, qui vient des États-Unis. Je vais essayer d'apporter un peu une patte américaine. C'est hike your own hike. Donc, ça veut dire, en gros, fais ta propre randonnée. C'est-à-dire, cours ta propre course. Fais ton propre chemin. Regarde pas trop. Enfin, essaie de t'inspirer, mais essaie pas de copier les autres. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui essaient de faire ça, qui copient, qui disent, ah, regarde, il a fait ci, il a fait ça. Vraiment, faites votre truc, ne vous comparez pas. Je vois beaucoup de gens qui commencent et qui disent, ah putain, t'as vu, lui, il a fait 40 km, etc. Et moi, je me dis toujours, en fait, on est toujours le nul de quelqu'un, de toute manière. Il y a Jimmy Gressier, il fait 10 km en 26 minutes. Donc, que tu le fasses en 32 ou 33, de toute façon, tu ne seras pas forcément le plus fort. Peut-être le plus fort de tes potes, mais tu ne seras pas le plus fort du monde. Donc, voilà, c'est vraiment aussi être humble, parce que voilà, la montagne, c'est quand même un endroit difficile. Il y aura toujours quelqu'un, comme disait Eric, qui battra ton record un moment ou un autre. Il y aura forcément quelqu'un. Je me souviens, c'était drôle, c'était en 2005, c'est David Horton, un coureur américain. C'est le premier qui a fait le Pacific Crest Trail en record. Et en fait, à la fin du PCT, il est filmé, il dit que mon record ne sera jamais battu. Il a fait 64 jours. Et après, il y en a eu une dizaine qui l'ont battu, quoi. Et parce qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose de fou. Il y avait personne qui l'avait fait en courant, mais voilà, donc il faut toujours être humble. Et je pense que c'est vraiment faire sa propre route, faire sa propre trace, et surtout se lancer des défis ambitieux, mais comme disait Eric aussi, ne pas forcément aller chercher d'aller à Perpète-les-Ouettes. Ici, rien qu'en Pays de la Loire ou Loire-Atlantique, il y a plein de trucs à faire. Donc je pense que il y a plein de micro-aventures avant d'aller chercher à prendre l'avion et d'aller partout. On peut faire juste une petite aventure à côté de chez soi, c'est déjà pas mal, quoi. L'objectif n'est pas le but, mais le chemin pour y arriver. Oh, wow. C'est pas de moi, hein, Et on mais finira sur ça. c'est pas de moi, mais c'est une maxime que je trouve magnifique. Et en parallèle de ça, pour le GR10, puisqu'on l'a fait tous les deux, on dit, le tour record, machin, il va pas être prêt, il est pas prêt d'être battu. Moi, justement, si, il le sera. Mais c'est pas le record de 9 jours, 9 heures que je retiens, c'est les 9 jours et 9 heures que je retiens. Et ça fait toute la différence. C'est vraiment le chemin pour l'arrivée au but. Et je rajouterais, pour finir encore une fois, avant de vraiment finir, je pense, ça c'est une leçon que m'a appris mon père, c'est que si on se lance dans un projet, c'est très important de tout faire pour aller au bout. Et quand je dis ça, c'est que je vois beaucoup de gens qui se lancent dans 50 000 projets en même temps. Je vois des fois leur saison, elle regroupe 40 objectifs. C'est pas possible. Prenez 2 objectifs, voire 3 grands max. Essayez d'aller au bout de vos projets, parce que même pour vous, ça sera une plus grande satisfaction. Et vous respecterez aussi mieux le sport et le projet, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Merci. Hyper C'était cool. intéressant. Ouais, c'était la première. On attend toutes les autres à suivre. J'espère. Coupé.